Et si Napoléon avait côtoyé des dragons? Et si les trois mousquetaires étaient en réalité des magiciens? Oh, mais tiens, ce royaume pourtant fictif me rappelle beaucoup la Rome antique. Le point commun entre ces trois exemples? Ils entrent tous les trois dans un genre, la fantaisie historique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode à la croisée des plumes. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un autre genre de l'imaginaire. Après avoir parlé du gothique et de l'Uchronie, on va s'intéresser à la fantaisie historique. Et pour vous en parler, je suis en compagnie de Charlène Ferlet. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Eh bien, super bien, très contente d'être là sur un podcast vraiment de qualité, dont j'ai beaucoup aimé les épisodes précédents. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs puissent faire ta connaissance? Alors, donc j'ai fait des études dans un institut d'études politiques, donc ce qu'on appelle Sciences Po, ce qui aura une petite importance plus tard sur certains choix que je fais en écriture. Et actuellement, je suis donc professeure en histoire-géographie au collège. Donc en termes d'écriture, j'ai d'abord commencé par des fanfictions en anglais sur l'œuvre de Tolkien, notamment sur le Silmarillion, ce qui aussi explique beaucoup de choses, je pense. Et finalement, à un moment, j'ai eu envie d'être éditée en fait en édition traditionnelle. Pour ça, il fallait revenir en fait en français. Et c'est suite à ce changement de langue et ce passage de la fanfiction vers des écrits originaux que j'ai donc écrit mon premier roman en français qui est donc Les Cerfs sous le velours noir, qui sera publié par les éditions Plume Blanche en décembre 2024. En dehors de l'écriture qui me prend quand même beaucoup de temps, je pratique aussi beaucoup le jeu de rôle et puis un petit peu de dessin, un petit peu de photos en costume historique, de la lecture évidemment, puis aussi quelques jeux vidéo, donc ça se sentira quand je parlerai d'Assassin's Creed par exemple. On va revenir un peu sur Les Cerfs sur le velours noir, donc comme tu as dit, en décembre 2024 aux éditions Plume Blanche. Est-ce que tu peux nous présenter ton roman, sachant qu'on va revenir dessus tout au long de l'épisode, bien sûr. Donc c'est un livre de fantaisie historique qui est très inspiré de la Renaissance italienne entre le XVe et XVIe siècle, et notamment des villes de Florence et Venise, et de l'art de cette époque-là. Donc on croise un peu des tableaux qui ressemblent à ce que font les caravagistes, par exemple. Et on est sur un drame familial avec une enquête autour du frère aîné d'une jeune noble qui s'appelle Francesca, qui a été assassinée. Et c'est aussi un roman qui se veut féministe, puisqu'on a des arcs d'émancipation féminine qui ne sont pas sans lien avec le choix d'ailleurs de faire de la fantaisie historique plutôt qu'un roman purement historique. La fantaisie historique, elle permet des libertés vis-à-vis de ce genre d'arc de personnage qu'on peut beaucoup moins se permettre en fait quand on est en littérature historique. Voilà, c'est pour une présentation très rapide du cadre du roman. Ça me donne trop envie. Quand j'étais allée écouter du coup l'épisode de podcast que tu avais fait avec, alors attention avec mon accent, c'est sur Toss a Quan to Your Writer. Voilà. Voilà, où tu parlais aussi du roman et ça m'avait vraiment donné envie parce que la Renaissance italienne, c'est une période, alors je m'y connais pas trop non plus, mais c'est une ambiance, une esthétique que j'aime beaucoup. Le fait de t'en entendre parler, ça me donnait vraiment envie, surtout le fait, voilà, le personnage féminin, la place des femmes, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et là, entre-temps, je suis allée voir un peu les autres écrits que tu as partagés en ligne et j'aime beaucoup ta plume, donc pour moi, c'est un combo parfait. Donc j'ai hâte de découvrir en décembre prochain ce que ça donnera. Ah bah j'ai hâte que le public le découvre, moi aussi. Et oui, et du coup, là, comme je disais, tu publies également sur des plateformes en ligne, puisqu'on peut déjà te lire sur Wattpad, avec donc L'héritage de nos pères, qui est un récit inspiré de la légende arthurienne. Tu me dis si je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Et tu participes également au concours Fixia avec donc Sunshine Moonblade, qui là revisite l'histoire d'Alexandre le Grand. J'ai lu le prologue et les premiers chapitres que j'aime beaucoup. Et peux-tu nous parler de ces deux projets dont la publication est en cours? Alors donc ce sont deux projets que je destine eux aussi à des maisons d'édition à terme.
mais qui sont pas encore arrivés au stade de finition que je juge satisfaisant pour des maisons d'édition. Donc l'héritage de nos pères, pour l'instant, il en est à sa 2e version, c'est-à-dire que ce qui est sur Wattpad, c'est l'étape de la réécriture. Donc c'est un roman arthurien qui se passe sur la fin du règne du père d'Arthur, et là on est vraiment dans la fantaisie historique, parce que tous les romans arthuriens, même ceux qui se mettent une étiquette un peu histo, c'est forcément de la fantaisie historique. Parce qu'on n'a aucune source historique. Donc, quoi qu'il arrive, tout est inventé. Il n'a pas réellement existé, quoi. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est que l'époque à laquelle il est censé avoir existé, on a très très peu de matériel archéologique, et on n'a pas de source écrite, en fait, pour l'Angleterre de cette période. Donc, on peut faire des petits assemblages avec les pays d'à côté, avec des textes plus tardifs, ceci, cela. Mais en fait, ça revient à travailler avec presque rien. Donc même ceux qui mettent un vernis histo, bah, c'est une illusion. Les récits sur le roi Arthur historiques ne peuvent pas exister. C'est une impossibilité par la définition même de l'histoire. Ce qui fait que pour ce roman-là, je suis partie sur une approche qui est volontairement anachronique, mais quelque part, il y a un côté très historique là-dedans. C'est que alors je vais sortir le tout temps à bannir de toutes les dissertations, mais les récits arthuriens ont toujours été anachroniques dans la façon dont ils ont été écrits. Donc moi, je me suis inspirée beaucoup de ce qui se faisait au XIe siècle et XIVe siècle. C'est les périodes dont je me suis servie pour l'ambiance, parce que c'est un peu, en quelque sorte, l'âge d'or médiéval des textes arthuriens. On en a énormément qui datent de cette période. Donc là-dessus, on a un mélange de plusieurs périodes, mais qui correspond finalement à ce que faisaient les auteurs médiévaux. Et comme pour les serfs, on est sur une histoire de drame et de complot au sein d'une famille noble. Donc là, on va commencer à voir que j'ai certaines tendances dans mon écriture, puisque sur Alexandre, c'est pareil. C'est des drames et complots au sein d'une famille noble, mais en Grèce. Et là, par contre, sur Alexandre le Grand, là, on a beaucoup de matériel archéologique. Là, on a beaucoup d'écrits de cette période et des périodes qui sont arrivées juste après. Donc même s'il y a des choses qu'on ne sait pas sur Alexandre, il n'empêche que sur Alexandre, on peut faire de l'histo. Ça, c'est bon, on peut. Ce qui fait que je vais pas du tout avoir la même approche sur ce roman-là. Et donc, pour ce qui est de ce roman sur Alexandre le Grand, pour l'instant, il est à l'étape du premier jet. Donc, c'est-à-dire que ce qui est sur Fixia, c'est ce que j'ai écrit, que j'ai relu le lendemain et que j'ai posté. Donc, pour l'instant, voilà, c'est une version un peu tout-terrain. On va dire ça comme ça. Je trouve que pour un premier jet, il est très propre déjà. De ce que j'ai lu pour l'instant, on dirait pas. Hein, oui, j'ai de la chance pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de sortie de route. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Voilà, donc si vous souhaitez commencer à lire, pour l'instant, il y a la première partie qui est effectivement sur Fixia. Sachant que je cherche toujours des alpha lecteurs pour m'accompagner sur la suite de l'écriture, mais que le rythme de publication pour l'instant n'est pas assuré et que vous n'êtes pas à l'abri que l'intrigue parte en live à un moment. Mais c'est les déboires de la V1. C'est le concours Fixia. Est-ce que tu peux rappeler un peu le principe de ce concours? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors donc les concours Fixia, en fait, c'est des concours qui sont organisés en lien avec une maison d'édition qui est donc Hugo Roman. Et en fait, plusieurs fois par an, ils vont organiser un concours où on poste une histoire et il faut des likes pour débloquer les chapitres. Ceux qui ont le plus de likes peuvent aller en finale, ainsi que ceux qui sont choisis par les éditeurs. Et ensuite, à l'issue de la finale, en fait, il faut rendre un texte complet et l'un des textes complets va être choisi par les éditrices pour obtenir un contrat de publication. Alors personnellement, comme je ne lis pas de romance, je participais plus pour me motiver et trouver quelques lecteurs, surtout que c'est des romans qui doivent être écrits en 4 ou 5 mois et qu'il me faut en moyenne 1 an pour le premier jet et entre 1 an et demi et 2 ans pour achever le deuxième jet. Donc moi, c'était sûr qu'en termes de temps, je pouvais pas finir le manuscrit dans les temps. Mais en tant qu'auteur, ça peut être intéressant de tester comme ça des nouvelles façons d'écrire, de voir ce qui se fait en termes de concours, d'appel à texte, sortir un peu de sa zone de confort, rencontrer des nouveaux lecteurs. Parce que je vois, oui, que les lecteurs peuvent commenter vraiment directement sur le texte, donc ça doit être aussi hyper
intéressant d'avoir ces retours en direct, en fait. Donc, puis c'est vrai que c'est motivant. Moi, je sais que je me fais des NaNoWriMo de mon côté pour me motiver à avoir des deadlines. J'oserais pas encore faire un truc comme Fixa, par exemple. Mais je pense que c'est vrai, ça te pousse en fait à te surpasser peut-être, je ne sais pas. Et ça, dans tous les cas, ça, je pense que ça peut être que bénéfique. En tout cas, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une raison de plus d'aller jeter un coup d'œil au roman, parce que vous avez vu, ça peut aider aussi le nombre de likes, de vues, à donner plus de visibilité au projet. Donc, Alors là, le concours est terminé, donc j'ai plus forcément besoin des likes. Et comme je disais, moi, j'espérais pas forcément aller en finale, parce que c'est un concours que je connaissais pas avant et que j'étais pas non plus vraiment certaine en fait d'être dans la ligne éditoriale du concours. Ça peut être une voie vers l'édition. Je connais des personnes à qui ça a ouvert des portes vers des très beaux contrats. Ouais, donc s'il y a des jeunes auteurs et des jeunes autrices qui nous écoutent et qui cherchent des voies d'accès justement pour publier un premier roman, ça peut être un moyen. Après, c'est un concours qui est exigeant puisque faut tenir les délais, faut écrire très rapidement. Faut aller lire les autres et encourager les autres pour obtenir des likes. Si on espère y aller en gagnant, c'est quand même 4 mois qui sont intensifs, et si on part en finale, c'est 6 mois qui sont très très intensifs. Faut avoir conscience de ça. Après, quand on se lance dedans, rien ne nous oblige à tenir le rythme jusqu'au bout. On peut très bien choisir au bout de 3 semaines que ça nous convient pas comme modèle et ne pas continuer le texte ou le continuer à notre rythme. Voilà, faut pas non plus s'enfermer dans ces concours-là au point de se rendre malade et de se pourrir la vie, je pense. bah écoute, en tout cas, moi j'ai hâte de déjà poursuivre ma lecture de ce qui a été publié, puis de découvrir la suite. Et enfin, pour finir cette petite présentation de toi, est-ce que tu pourrais nous parler de ton roman préféré, ou alors de ton dernier coup de cœur littéraire? Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est pas du tout de la fantaisie historique, c'est que cet été, je suis tombée amoureuse de Marcel Pagnol. Voilà, donc alors après lui il écrit sur son époque, mais pour nous maintenant ça devient de l'historique parce qu'il écrit sur le début du XXe siècle. Et sinon en coup de cœur en fantaisie historique cette fois, il va y avoir un livre de Gillian Bradshaw qui s'appelle Faucon de mai, qui a été traduit en français. Alors toute la série n'a pas été traduite, mais le premier tome se suffit à lui-même. Objectivement, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu en fantaisie historique, mais en fait quand je l'ai lu, je sortais des Serres sous le velours noir où tous les personnages sont cyniques ou malheureux au choix. Et en fait, dans ce livre, il y avait un personnage principal qui était extrêmement lumineux, en fait, qui avait une certaine fraîcheur. Et en lisant ce personnage, ça m'a donné très envie de m'éloigner un peu de ce cynisme-là. Et le personnage principal de mon roman arthurien vient un peu de là. Donc quand on a un roman comme ça qui nous donne envie d'écrire quelque chose en particulier, même si c'est pas le meilleur roman de notre vie, ça reste un roman qui est marquant pour nous en tant qu'auteur, je pense. Je te comprends parfaitement. C'est drôle que tu parlais quand même un peu de Pagnol, parce que justement, ma prochaine sortie, elle m'a été inspirée par Le château de ma mère de Marcel Pagnol. Bon, bah c'est bon, je suis conquise. Quand est-ce qu'il sort? Rappelle-nous. Alors, ça inspire. En fait, c'est juste l'exquipite du château de ma mère, un des derniers paragraphes sur la mort de Lily. Et ça m'a. Rien qu'une phrase qui a donné le titre, hein, Sous un terrain d'immortel. Il y a tout un imaginaire en moi qui est autour de ce jeune homme qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, bien trop tôt. Enfin, j'en reparlerai, je pense, dans l'épisode, puisqu'il y a un côté un peu historique, du coup. Tout ce qui est. Donc, il y a les 4 tomes sur l'enfance de Pagnol. C'était un peu mes romans de chevet quand j'étais petite. Et ça m'étonne pas. Une des raisons pour lesquelles je les ai lus cet été, c'est que mon frère, qui est très très peu lecteur, avait dit un jour que le seul livre qu'il avait vraiment aimé au collège, c'était Marcel Pagnol. Et je cherchais un classique léger et je me suis dit, bon, si quelqu'un qui n'aime pas lire nous dit que Marcel Pagnol au collège, c'était bien, c'est que ça ne peut être que bien, quelque part. Pour l'instant, de lui, j'ai lu que ces 4 livres. En fait, j'ai pas lu ce qu'il a fait d'autre. J'ai lu vraiment que son autobiographie. Et j'adore beaucoup, vraiment. Enfin, il y a des passages qui me font pleurer. Hein, donc, c'est tellement touchant. L'enfance, les vacances. Il y a une simplicité dans l'écriture de Pagnol, ce qui me rend jalouse. C'est beau et c'est riche, tout en étant simple en même temps, et c'est un équilibre qui est excessivement difficile à trouver, je trouve. C'est vrai. De faire ressentir tant de choses avec si peu de mots, c'est un talent. Hein. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. On a fini la partie où on parlait plus de qui tu étais. Maintenant, on va parler de tes œuvres à travers le sujet du jour, donc la fantaisie historique.
D'ailleurs, avant de commencer, je voulais préciser aux auditeurs, j'allais dire lecteurs des formations professionnelles, je voulais préciser aux auditeurs que cet épisode, il peut s'écouter dans la continuité de celui de décembre qu'on avait fait sur l'Uchronie avec Jérôme Accouche. Parce que d'ailleurs, on avait beaucoup discuté du lien entre les deux genres, l'Uchronie et la fantaisie historique. Et donc, je vous invite aussi à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, et puis si ça vous intéresse, bien sûr. Première question assez classique pour commencer le sujet. Charlène, c'est quoi la fantaisie historique? Le genre de question qu'il ne faut pas poser à des professeurs parce qu'on est beaucoup trop long quand on répond. Vous avez 4 heures. Exactement. Pour prendre comme définition, j'ai décidé en fait de prendre la définition de Wikipédia parce que je me suis dit que Wikipédia c'est quand même très consensuel et donc on prenait pas beaucoup de risques avec cette définition-là. Donc d'après Wikipédia, la fantaisie historique est un genre littéraire qui se fonde sur des faits historiques en y incluant des éléments de fantaisie. Les dates, personnages et lieux concordent, mais des éléments de fantaisie sont présents. Magie, créatures surnaturelles. Les personnages historiques sont utilisés sous l'angle de la fantaisie. Donc là, on va pouvoir par exemple citer des ouvrages comme Les Dragons de Sa Majesté de Naomi Novik. Donc là, on est période de Napoléon avec des dragons en plus, mais on est sur les événements des guerres napoléoniennes. Et on va avoir aussi des choses comme les chroniques d'Alvin le Faiseur, d'Orson Scott Card, où là, on est fin du 19e, début 20e, je ne sais plus exactement, mais on est sur la conquête de l'Ouest américain, avec des pouvoirs qui vont être diffus et qui font partie de la société. Donc là, c'est notre monde auquel on rajoute un vernis de fantaisie. On a une deuxième définition de la fantaisie historique, qui est qu'elle s'applique aussi à des œuvres se déroulant dans un monde imaginaire, mais qui s'inspirent fortement d'une période et d'un lieu de l'histoire en particulier. Certains endroits, événements ou personnages historiques sont ainsi transposés dans un univers de fiction, mais restent reconnaissables, même si le déroulement de l'histoire dans ce monde fictionnel peut diverger grandement de l'histoire réelle. Donc là, en exemple, on va avoir par exemple le Trône de fer de George Martin, qui, dans ses inspirations, nous cite la guerre des deux roses et la saga historique des rois maudits de Drummond. Il va s'inspirer d'une période qui est sur on va dire les 3-4 derniers siècles du Moyen-Âge. On va avoir ensuite des œuvres en fait qui sont situées un peu entre les deux. Donc par exemple, on a la trilogie de Willstadt de Pierre Pével. Donc là, on est dans notre monde, mais il a créé, alors je sais plus si c'est une principauté ou une ville, mais en tout cas, Willstadt, c'est un état fictif qui se trouve dans l'Allemagne de l'époque des guerres de religion, donc de la guerre de 30 ans. Donc à la fois, c'est notre monde à nous, mais dans un espace en fait qui a été inventé par l'auteur, sachant que inventer des espaces, ça se fait aussi en littérature historique. On peut penser par exemple au Piliers de la Terre de Ken Follett. On est en historique parce qu'il n'y a pas de magie du tout, mais il a inventé une ville pour créer ces histoires. Donc finalement, il y a énormément de ponts entre la littérature historique, la littérature fantasy. C'est très très poreux. Et on a clairement des choses qui sont estampillées littérature historique qui en fait sont de la fantaisie historique. Et on a des choses dans les littératures blanches aussi qui ne disent pas leur nom, mais qui sont en fait de la fantaisie historique aussi. Donc là, on a le seul nom d'auteur que j'ai oublié de noter. Le livre du Domaine des Murmures, par exemple, qui se vend en littérature blanche. Carole Martinez. Voilà, merci beaucoup, de Carole Martinez. On est au Moyen-Âge, il y a clairement de la magie dedans. J'appelle ça de la fantaisie historique, même s'ils ne le vendent pas comme tel. Voilà, parce que y a des gens qui voudront pas toucher à la fantaisie parce qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est un peu pour les enfants, mais tout comme il y a des personnes qui ne veulent pas toucher à la littérature historique en pensant que c'est trop compliqué pour eux. Alors qu'en fait, il y a très peu de différence entre la fantaisie historique et l'historique. Alors si on remonte un peu dans le temps, on se rend compte qu'en fait, le terme fantaisie historique, c'est relativement neuf, mais le genre, en fait, il existe depuis vraiment très très longtemps. Si on prend les pièces de théâtre dans l'Antiquité, les pièces d'Euripide ou d'Échille, par exemple, sur Oreste, Oreste, pour eux, il a vécu dans un passé lointain, mais à une époque de l'histoire de la Grèce qui a existé, et on a clairement des créatures magiques qui apparaissent, et pas que les dieux. Donc, le théâtre de l'Antiquité grecque colle déjà à la définition. Les légendes arthuriennes et sur Charlemagne, c'est un genre qui est très très à la mode au Moyen-Âge, ainsi que les romans sur Alexandre le Grand, sauf que il nous explique qu'Alexandre le Grand, il a un char tiré par des griffons. Bon, on est clairement aussi sur de la fantaisie historique, même si ça porte pas le même nom, puisque pour eux, le roi Arthur,
Ils savent à peu près quand ça se passe, c'est censé se passer 5e, 6e siècle. Charlemagne, ils savent aussi quand Charlemagne ça s'est passé et ils nous racontent des histoires de chevaux magiques. Et au 19e siècle, on a beaucoup d'écrits qui se font sur le cycle arthurien, sur des légendes scandinaves, sur la mythologie gréco-romaine. Donc finalement, la fantaisie historique qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle, elle reprend tout ce qui se fait depuis des centaines et même des milliers d'années, qui sont qu'on aime bien mélanger le passé avec de la magie. Voilà, donc pour la petite présentation du genre. Bah écoute, c'était complet, précis, concis. J'en attendais pas moins d'une prof d'histoire. J'avais fait comme toi un peu, j'avoue, je suis allée un peu sur Wikipédia aussi, et c'est aussi pour confirmer ma représentation que j'avais de la fantaisie historique, parce que je me posais la question au tout début quand je préparais l'épisode. Est-ce que c'était soit donc dans une période historique donnée de notre monde, où là on a introduit des éléments de fantaisie, ou soit est-ce que c'est dans un monde imaginaire fortement inspiré d'une période historique réelle, et en fait ça peut être les deux. Voilà. Donc je m'embêtais pour rien. Alors dans les œuvres que tu as citées, j'ai lu que le Trône de Fer, enfin j'ai pas tout lu mais j'ai lu quelques tomes du Trône de Fer. J'ai lu du Pierre Pével mais pas trilogie Wittgenstein. J'ai lu le Paris des merveilles. Pour le coup là c'est dans le Paris de la Belle Époque où on a l'intrusion du merveilleux puisqu'il y a un passage vers l'autre monde, enfin le monde des fées et créatures merveilleuses qui a été fait. Et du coup petit à petit ces créatures-là vont venir un peu colorer notre monde. Il y a vraiment une transformation, on est vraiment presque dans de la fantaisie pure, tellement qu'il y a il y a des dragons, des fées, des gnomes, etc. dans notre monde. Et j'ai lu le premier tome des Lames du Cardinal il y a pas longtemps, où là on est sous Louis XIII, Richelieu, un côté un peu KPDP, Trois Mousquetaires, mais où le trône d'Espagne est en fait gouverné par des dragons qui peuvent prendre forme humaine, que l'intrusion, voilà, c'est de l'historique avec des personnages comme Richelieu et d'autres personnages soit historiques ou romanesques issus par exemple des romans de Dumas, mais qui vont rencontrer du coup des magiciens et des dragons. Donc ça c'est ce que j'ai lu. J'ai très envie de lire je sais plus le nom français, parce que moi je connais le nom anglais Téméraire de Naomi Novik. C'est His Majesty's Dragons, les dragons de Sa Majesté, voilà. Donc, c'est vrai en français, il a été traduit sous le terme de Téméraire, qui est le nom du dragon d'un des deux personnages principaux, qui est donc le dragon Téméraire. Est-ce qu'ils sont sortis il y a longtemps, je crois, parce que j'ai pas vu de réédition récente. Parce que j'aimerais beaucoup le lire, parce que j'ai adoré Déraciné et La fileuse d'argent de cette autrice, et je suis en train de lire Une éducation meurtrière que j'adore aussi, et j'ai envie de tout lire de cette autrice, donc il est dans ma très longue wishlist. Je viens de compter les années, je me rends compte, moi je lisais ça quand j'avais 18 ans, du coup ça fait 15 ans, du coup je me sens vieille. J'aurais pas pensé que ça datait à ce point. Ça me paraissait très récent. Et sinon, pour revenir du coup sur ces deux versions possibles de la fantaisie historique, donc pour celle dans un monde imaginaire fortement inspiré d'une période historique réelle, en fait c'est ce qui est le cas pour nos deux romans, si je dis pas de bêtises. Moi pour Le Reflet brisé c'est ça, et pour Les Serres je crois que c'est ça du coup. Voilà, puisque Les Serres effectivement c'est un univers très fortement inspiré, mais qui ne se trouve pas en Italie. Et pour Le Reflet brisé, toi, du coup, tu t'es basé sur quel pays ? L'Allemagne de la Renaissance. C'est assez logique, du coup, si c'est sur Blanche-Neige. Il me semble que c'est la méchante reine de Blanche-Neige. C'est ça, c'est une écriture de son point de vue, son histoire, et d'autres réinventions qu'on abordera peut-être, mais j'ai une réflexion qui m'est venue en préparant le podcast, et j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce qu'il ne faudrait pas être peut-être plus restrictif sur le fait de dire c'est de la fantaisie dans un monde inspiré de l'histoire, parce que dans ce cas, on pourrait presque dire qu'une grande majorité des œuvres de fantaisie sont de la fantaisie historique, parce que la plupart ont une ressemblance. Par exemple, ça fait peut-être cliché, mais souvent je pense que quand tu penses à quelqu'un, personne lambda dans la rue, pour eux c'est quoi fantaisie, ils vont sûrement imaginer quelque chose, l'esthétique proche du Moyen-Âge. Alors la limite, elle est parfois mince en fait entre qu'est-ce qui en est et qu'est-ce qui n'en est pas. Mais c'est pas étonnant en fait que la majorité de la fantaisie finalement soit proche de la fantaisie historique, puisque les origines de la fantaisie de façon générale, on la retrouve dans le merveilleux, on la retrouve dans ce que fait Tolkien, qui était un professeur d'université qui étudiait la littérature médiévale,
Et c'est pour ça d'ailleurs que chez Tolkien, on retrouve des poèmes anglo-saxons du Haut Moyen-Âge, donc de l'époque 8e, 9e siècle, qui sont reproduits quasiment tels quels. On retrouve des fragments de contes arthuriens aussi dans ses écrits. Donc c'est pas étonnant au final que la fantaisie, elle ressemble beaucoup à ça, parce que elle vient de ça, c'est ses origines. Et à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose qui s'éloigne vraiment des périodes historiques et qui veuille créer son univers de toutes pièces, c'est pas si surprenant. Et je pense que si on prend une définition très large de ce que c'est la fantaisie historique, oui, on va avoir peut-être la moitié de la fantaisie qui se retrouve dedans, mais quelque part, c'est pas grave. En fait, je pense que c'est aussi un peu, je me posais la question parce que c'est peut-être un défaut que j'ai de vouloir mettre dans des boîtes. Mais je me posais la question, par exemple, mon projet, le nom de code, c'est Folklore, qui est un roman qui est en recherche d'éditeur en ce moment. C'est dans un univers donc fictif qui est inspiré de l'Europe des Lumières. Pas pour autant, tu vois, que je qualifierais ça de fantasy historique, puisque, bah, ok, il y a l'inspiration des Lumières, mais l'idée qu'il y a le savoir contre l'obscurantisme. Mais d'un autre côté, l'inspiration, elle va être aussi plus dans l'ambiance, l'esthétique, l'architecture, les costumes. Et en gros, quand je vais parler de folklore à des gens, des potentiels lecteurs, je vais pas vendre le roman sur le côté historique, inspiration historique, je vais plutôt le vendre sur le fait qu'il y a une enquête, des alchimistes, des créatures du folklore qui sont tombées dans l'oubli, d'où le nom de code d'ailleurs. Alors pour le coup, le reflet brisé, là, je vais plus le vendre sur le fait que c'est fortement inspiré de la Renaissance allemande, version romancée et fictive, donc d'une certaine Allemagne. Je me demandais, est-ce qu'il faudrait vraiment que, pour parler de fantaisie historique, peut-être plus dans l'intrigue, dans les enjeux, qu'il y a un aspect peut-être politique ou sociétal propre à une période, qui est vraiment plus une inspiration de faits historiques, par exemple? Une réflexion comme ça que j'ai eue. Alors, je pense que nous, comme les lecteurs, comme les éditeurs, on va finalement mettre la limite à des endroits très différents. Quand je disais, par exemple, que un roman historique sur le roi Arthur, c'est forcément de la fantaisie, même s'il n'y a pas de magie dedans, ce n'est pas ce que font les éditeurs. Ils vont faire un marketing autour de... C'est un roman historique autour du roi Arthur. Tout comme il y a des maisons d'édition qui ne vont pas faire du marketing autour d'un roman en disant c'est de la fantaisie historique, parce que par rapport à leur ligne éditoriale qui serait plus axée romance, par exemple, ça risquerait de faire peur à un lectorat romance qui aurait peur que ce soit trop compliqué. Alors que le roman, en vrai, c'est de la fantaisie historique, parce que une fantaisie historique, c'est pas un livre d'histoire. En fait, la priorité, c'est quand même que l'histoire soit intéressante, enfin l'histoire avec un petit H soit intéressante, et les personnages aussi. Donc je pense que la limite, on la met pas tous au même endroit, et que selon les personnes à qui on s'adresse, on va pas communiquer de la même façon. Je sais que si face à moi, j'ai une personne qui me dit « je déteste l'histoire », sur les serres, je vais lui vendre le fait que on a une enquête. Je vais pas lui dire c'est de la fantaisie historique. Et quand je suis auprès d'un public qui aime l'histoire, je vais leur vendre cet aspect-là. Donc au final, ça dépend à qui on parle et qui parle de l'ouvrage. Et je pense qu'il faut parler de son livre d'une façon qui nous convient. C'est-à-dire que si pour toi, c'est pas de la fantaisie historique, que c'est pas la logique que tu avais avec ça, bah, tu es libre de ne pas mettre l'étiquette fantaisie historique dessus. Et il y a forcément un espace un peu flou où les gens seront pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tout le monde sera d'accord que c'est de la fantaisie historique. Donc les Lames du Cardinal, je pense qu'on n'aura pas trop de doute pour dire que c'est de la fantaisie historique. Est-ce que l'Assassin Royal, c'est de la fantaisie historique? Là, il y a peut-être des gens qui diront que oui et des gens qui diront que non. J'ai pas tellement de réponse à cette question-là. On est dans la zone de flou par rapport aux limites du genre. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ce que tu écris. Et moi, je me demandais pourquoi tu t'es intéressée à ces périodes historiques en particulier, dont tu vas reparler. Et est-ce qu'il y aura d'autres périodes aussi que tu aimerais travailler dans de futurs projets? Alors, sur le choix des périodes, je pense que je suis très peu originale et que la raison pour laquelle je choisis ces périodes-là, ça explique pourquoi, en fait, on voit toujours les mêmes périodes finalement en fantaisie historique. C'est que quand on regarde, en Renaissance italienne, mine de rien, on a pas mal de choses. Sur la Grèce antique, on a beaucoup de choses aussi. Pareil, sur l'Arthurien, en Arthurien, on a 2 romans par an à peu près qui sortent répartis sur plein de maisons.
Tu parlais des Lames du Cardinal, les Mousquetaires. On a des films qui sortent tout le temps, dont certains qui sont clairement de la fantaisie historique. Quand on fait les Trois Mousquetaires avec des dirigeables et des bateaux qui volent, on peut dire qu'on est bien dans la fantaisie historique. On va avoir beaucoup de choses qui sortent aussi sur les Scandinaves, les Vikings. Et en fait, pourquoi on a tout le temps ces mêmes thèmes qui ressortent? C'est parce que souvent, alors moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, on va avoir envie d'écrire en lien avec quelque chose qu'on a déjà aimé. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé les séries télé sur les Borgia, sur les Medici. J'ai bien aimé le jeu Assassin's Creed 2 qui se passe dans l'Italie de la Renaissance aussi. Et donc, ça m'a fait un premier lien avec cette période historique-là, où je me suis dit, OK, il y a quelque chose dans cette période qui me plaît, donc le fait qu'on est à l'échelle de cité-État, donc on est finalement à une échelle assez petite sur les conflits, qu'on est sur des conflits très familiaux, une époque très violente avec beaucoup de vengeance, et c'est pareil sur la Grèce antique. C'est-à-dire que la Grèce antique, on en a fait à l'école, on a vu les mythes, il y a des films qui sont sortis. Quand moi j'étais ado, il y a eu des péplums comme 3 avec Brad Pitt. Voilà. On a eu Gladiator aussi. Bon, Gladiator, c'est de la fantaisie historique sur Rome. Parce qu'on peut pas dire que Gladiator est historique quand on regarde les photos qu'il y a dessus. Et les légendes arthuriennes, en fait, c'est pareil. J'ai un souvenir très ému du film sur le roi Arthur de 2004, qui n'est pas un bon film. Qui n'est pas un bon film du tout, et d'ailleurs qui est très inspiré d'une autrice dont je parlerai plus tard, qui s'appelle Rosemary Sutcliffe, même si elle n'est pas du tout créditée, qui est une autrice donc de littérature historique et de fantasy historique. Et en fait, comme j'ai ça dans mon enfance, quand je me dis qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire en fait des choses pour lesquelles j'ai une certaine tendresse quelque part. Et ça, c'est plus facile quand on connaît déjà des œuvres. Donc je pense que toi qui es dans la réécriture de contes, si tu écris sur Blanche-Neige, c'est que tu dois avoir une tendresse pour le conte de Blanche-Neige. T'as pas choisi ça parce que au pif, tu te dis ok, pourquoi pas. C'est plus une fascination pour le personnage de la reine, et je voulais me réapproprier le conte parce que j'aimais pas du tout le dessin animé de Disney, j'aimais pas du tout l'image que ça redonnait du personnage féminin par exemple. Et voilà, donc mais oui, mais après en général les contes, enfin c'est ma passion, et c'est quelque chose qui m'a bercé, et qui a bercé toute la culture européenne aussi. Donc ça, je pense qu'on peut en parler. C'est aussi pourquoi dans la littérature actuelle en imaginaire, on a encore quand même une centrée sur l'Europe, l'Occident. On pourra évoquer peut-être plus tard que si on recherche un petit peu, il y a aussi de la fantaisie inspirée d'autres cultures. Ça, c'est mon deuxième point sur comment on choisit nos périodes histo. Voilà. Je continue, je te lance. Et pour la question de pourquoi il y a certaines périodes en fait qui sont peu ou pas traitées, c'est que je pense que quand on fait de la fantaisie historique, bon, ça vient de ce qu'on a consommé avant, mais quelque part il y a un goût pour l'histoire aussi. Et en fait, il y a des périodes pour lesquelles on n'a pas de source, ou très très peu, ou qui sont disponibles ni en français ni en anglais. Et c'est pour ça qu'il y a certains espaces sur lesquels il est très difficile d'écrire de la fantaisie historique. Donc je vais prendre un exemple là-dessus avec un roman donc, que je ne finirai jamais d'écrire, qui était un roman sur la Scandinavie du 9e siècle, à l'extrême nord. Et en fait, c'est un espace où on a à la fois des Scandinaves qui habitaient, donc là c'était en Norvège, mais aussi donc un peuple qu'on appelle les Samis, qui est plus connu en français sous le nom des Lapons, qui est un terme qu'il ne faut pas utiliser parce que c'est un terme qui est dégradant, en fait. Et le problème, c'est que sur les Samis, les seules sources qu'on a, elles datent du 15e, 16e siècle, donc 800 ans après la période sur laquelle je voulais écrire. Et ce sont des minutes de procès en sorcellerie menés par l'église suédoise. Donc j'ai essayé de contacter... Donc, c'est extrêmement biaisé, quoi. Ah oui, très clairement, c'est qu'en dehors du fait que la période n'est pas la bonne, il y avait ça. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible, on doit bien avoir mieux que ça. Wikipédia me dit qu'il n'y a rien, mais Wikipédia ne sait pas tout. Donc je me suis retroussé les manches et j'ai écrit à une association Sami qui avait notamment travaillé avec Disney sur La Reine des Neiges 2, qui m'ont répondu plus ou moins la même chose, il n'y a rien. Donc en fait, dans ce cas-là, j'avais deux choix, soit je choisissais de représenter les Samis et de faire n'importe quoi, soit je ne les mettais pas. Et quand j'ai voulu travailler sur l'Éthiopie médiévale,
c'était la même chose. En anglais comme en français, il y avait quasiment rien, en fait, de disponible. On est sur des pays, en fait, pour lesquels on a besoin d'avoir une représentation de qualité. Alors, pour l'Éthiopie, un pays, pour les Samis, c'est une minorité. C'est une minorité qui peut être considérée comme oppressée dans certains pays scandinaves. Donc, je pars du principe qu'on peut pas raconter n'importe quoi, en fait, sur ces pays-là. Et dans ce cas-là, on est un peu coincé. Alors que j'aimerais bien travailler sur Rome. Rome, c'est extrêmement facile de trouver des livres de qualité, de trouver de l'archéologie, de trouver des sources. Et pareil, j'aimerais m'intéresser à la Belle Époque aussi. La Belle Époque, c'est pareil. Je dirais pas qu'il suffit de se ramasser, enfin de se baisser à la Fnac pour ramasser des sources, mais presque. Alors qu'il y a des périodes sur lesquelles on ne va rien trouver. Et aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on trouve très peu de choses? Sur l'Afrique, parce que en tant que discipline historique dans les universités françaises, ça commence juste à émerger. Donc aujourd'hui, si on veut faire de la fantaisie africaine, ça commence à devenir plus simple, mais ça reste plus compliqué que si je veux faire de la fantaisie sur la Grèce ou sur Rome ou sur la Renaissance italienne. Et j'en parlerai plus tard, mais je suis convaincue qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la fantaisie historique. C'est-à-dire que on peut pas faire de la fantaisie historique africaine n'importe comment dans le monde d'aujourd'hui. Ce serait juste nuisible par rapport à des débats de société qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc ça répond au fait que je partirais plutôt sur Rome après. Et pour rebondir sur ce que tu dis de pas dire n'importe quoi, parce que aussi les auteurs et les autrices ont, je pense, ont une responsabilité avec aussi ce qu'ils écrivent. Je trouve que c'est bien que ces dernières années, on a quand même de plus en plus l'émergence d'œuvres, ce qu'on appelle on voice. On va avoir de personnes concernées qui vont écrire sur un sujet. Là, par exemple, je suis en train d'écrire n'importe quoi. Je suis en train de lire, du coup, Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Jebel. J'ai vu passer le livre, je replace sa couverture, mais par contre, j'ai pas fait de recherche dessus. Yasmine Jebel, qui est d'origine algérienne, en fait, et qui, du coup, en fait, a écrit donc, un livre de fantaisie plus jeunesse, c'est chez Rajo. Qui est inspiré en fait de cette culture-là, de ses mythes et légendes, de son folklore, son bestiaire. Et je trouve que c'est rafraîchissant aussi dans le paysage éditorial français. Et plus, c'est une œuvre de très bonne qualité. J'aime beaucoup ce que je lis. Je sais que chez les éditeurs anglophones, ils sont un peu plus en avance. En France, ça suit peu à peu, même si des fois, il y a quelques couacs. Je pense par exemple à la guerre du pavot de R.F. Kuang. Je sais pas du tout quel siècle, mais du coup en Chine. Peut-être au 19e siècle, la guerre de l'opium. Il me semble qu'on est sur le 19e. Je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je l'ai pas encore lu parce que je vais l'acheter l'édition anglophone parce qu'en fait, le premier tome est sorti chez Actes Sud et il y aura jamais la suite ne sera jamais traduite parce que je crois que ça a mal été vendu et il y avait aussi une polémique que je trouve justifiée, c'est que le personnage principal féminin est décrite explicitement par l'autrice comme étant, elle est asiatique du coup, mais elle a la peau foncée quoi. C'est du coup l'Asie, ça se limite pas que par exemple à la Chine ou au Japon où ils ont quand même un teint assez clair. Et sur la couverture française, ils ont mis une jeune fille asiatique, certes, mais elle a la peau très pâle. Alors, je pense que plus largement, les éditeurs, et c'est vrai aussi pour les éditeurs qui font de la littérature historique, si on regarde les couvertures, elles ne sont jamais historiquement justes, en fait. Et je pense que les personnes qui font les couvertures ne lisent pas forcément le livre, et que on leur dit il y a un personnage principal asiatique, ils mettent ce qui dans leur tête c'est le cliché d'une femme asiatique, c'est-à-dire une japonaise, une coréenne ou une chinoise au teint clair. Tout comme quand on leur demande de faire des couvertures sur les Vikings, on ne se retrouve pas avec des Scandinaves du Moyen-Âge, mais avec des Vikings de la série Vikings, qu'on se retrouve avec du grand n'importe quoi sur la représentation historique des costumes, des coiffures. Donc, les couvertures de façon générale sont souvent, je trouve, assez peu raccord avec le contenu. Donc là, bien sûr, faut rajouter le fait
que l'héroïne est mal représentée, alors que la question de la couleur de peau, c'est un enjeu dans les représentations actuelles. Mais en fait, ça me surprend pas du tout. Il suffit de regarder des collections historiques. Il y en a aucune, en fait, qui est historiquement juste. Mais en plus, je crois que dans la guerre du pavot, le fait que l'héroïne ait la peau foncée, c'est un enjeu, en fait. Elle est victime de racisme. Donc, oui, mais la personne qui a fait la couverture n'a pas lu le livre. Et de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas le temps, ceux qui font les couvertures, de lire tous les livres qu'on lui présente. Donc, si dans le résumé, on lui a pas dit et que on lui a pas demandé de corriger derrière, voilà, faut voir quel est le brief qu'a reçu l'artiste. Après, c'est peut-être moi naïvement et façon idéaliste, j'aimerais bien que les personnes qui ont travaillé sur l'édition française, elles ont bien lu le texte, donc au bout d'un moment, il y a personne qui a dit. Après, bon, ça a fait une polémique, donc je suis allée vérifier, il y a une nouvelle version où ils ont changé la couleur de peau et l'ont mis un filtre pour que ça soit plus foncé, mais c'est pas la première fois. Il y avait aussi, alors là, on est de la pure fantasy, réécriture de contes futuriste, c'est sur Winter, qui est le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est une réécriture de Blanche-Neige. Ils se sont dit, réécriture de Blanche-Neige, on va mettre une nana blanche avec une pomme. Oui, mais sauf que Winter, elle est noire, en fait. J'ai quand même, là, il y a personne, en fait, dans toute l'équipe, qui peut se dire... Mais parce que je pense que c'est pas leur priorité. En fait, tout comme moi, personnellement, j'aime beaucoup le costume historique. Donc, évidemment que j'aimerais que mes personnages soient représentés avec le bon costume historique sur les couvertures et que de façon générale, on ait le bon costume. Mais je sais que je fais partie d'une minorité qui déjà sait reconnaître les costumes selon les époques et que la plupart des auteurs ne font pas du dessin historique, la plupart des éditeurs non plus, et que ce qui est important pour moi ne l'est pas forcément pour eux. Et je pense que les éditeurs comme ça, qui vont éclaircir les héros et surtout les héroïnes sur les couvertures, en fait, c'est parce que ça ne les touche pas personnellement et qu'ils ne mesurent pas l'importance. En fait, soit ils se disent que le critère de beauté occidentale, c'est qu'il faut avoir la peau pâle et que si la peau est brune, on vendra pas. Je pense que c'est l'un ou l'autre, voire les deux. Écoute, tu vois, j'espère qu'à l'avenir, ils prendront plus le temps, en fait, de prendre en compte ces problématiques-là. Peut-être juste prendre quelqu'un, en fait, dans leur équipe, tu vois, qui a la sensibilité pour ça, qui est concerné ça. C'est quand même important, quoi, pour représenter au mieux d'autres cultures. Et ça me fait penser ce que je viens de dire sur les couvertures. Je sais pas si tu connais, c'est une chaîne anglophone qui s'appelle Bernadette Banner. Oui, je suis une très très grande fan. Elle fait plusieurs vidéos. Là, je viens de dévorer sa vidéo où elle fait une vidéo qui dure plus de 2 heures où elle fait une tier list de toutes les films et séries en costume qui sont sortis en 2023 avec des experts pour chaque pays qui interviennent. Et où souvent on dit que c'est une catastrophe, bien souvent. C'est ça. Et elle a fait aussi quelques vidéos où en fait elle redesignait des couvertures de romans historiques. Alors souvent c'est de la romance historique. Oui, et c'est très drôle de voir que c'est jamais la bonne période. Après, quelque part, pour les serfs, c'est pas la bonne période non plus. C'est-à-dire que la robe de Francesca, en réalité, c'est une silhouette empire qu'elle a, donc les années 1800 jusqu'à 1820 à peu près. Cela dit, en fait, dans l'esprit des non-connaisseurs, la couverture, elle évoquait la Renaissance italienne. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, ça évoque la bonne période, elle évoque pas la cour de Louis XIV, elle évoque pas l'Antiquité romaine. Donc, ça passe parce que quand on voit tout ce qui se fait autour, de toute façon, on ne voit quasiment jamais les bons costumes pour la bonne période. Voilà, donc qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai des couvertures 100% histo. Après, cela dit, je suis pas sûre qu'un viking en costume histo, les gens trouvent ça très sexy. C'est ça, surtout pour l'exemple de cette chaîne, voilà, c'est des romances historiques, donc automatiquement, si on les met vraiment avec les costumes de nuit qu'elles avaient, les demoiselles ou les demoiseaux, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Ah, ça dépend, il y en a des beaux, une belle chemise en lin très transparent, bien éclairée par derrière, ça peut donner des choses très sympas, je pense.
Moi-même, hein, pour Le Reflet brisé, on avait regardé avec Minahem, l'illustratrice. Clairement, les inspirations, elle s'est inspirée d'images de la série donc Borgia, des magnifiques robes rouges de Lucrèce Borgia, parce que Kirsten, c'est un personnage qui est associé à la couleur rouge aussi. Mais si on aurait voulu vraiment être dans la fidélité historique, première moitié du XVIe siècle en Allemagne, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Donc, Oui, alors pour ceux qui ne visualisent pas l'Allemagne de cette période-là, c'est bien plus habillé, c'est très chargé, on se demande comment elles font pour marcher avec, il y a des colliers très bizarres. Ça peut être stylé, mais je comprends que ça puisse ne pas paraître très attirant. bon, bah écoute, je te propose de passer à ma question suivante. On va revenir sur la réflexion qu'on avait déjà évoquée en début d'épisode. Revenir sur le fait, voilà, la fantaisie historique. Est-ce qu'on place l'intrigue dans notre histoire ou est-ce qu'on invente un univers fortement inspiré de l'histoire? Quel choix on a fait? Pour l'instant, on a fait le même pour les serres et le reflet brisé. Et du coup, pour expliquer pourquoi on a fait ce choix, en fait. Alors, pour ma part, ça venait de la question, en fait, du rapport à l'erreur historique et de l'implantation de l'erreur historique dans l'esprit des lecteurs. Donc, on parlait de Bernadette Banner, donc maintenant c'est à mon tour de citer un youtubeur. Donc, le youtubeur Icarius de la chaîne Histoire appliquée, qui lui a beaucoup parlé, notamment de matériel historique au cinéma. Et en fait, ce que lui dit, et je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui, c'est que quand on essaie de se souvenir d'une période historique, en fait, on se souvient pas de la source de notre information. Et donc, si je me souviens d'une information sur Alexandre le Grand, par exemple, je vais pas forcément me souvenir de est-ce que l'information, elle vient d'un roman historique que j'ai lu, si elle vient de mon cours d'histoire, si elle vient d'une biographie sérieuse, ou si elle vient d'un secret d'histoire avec une orientation un petit peu particulière sur le traitement du sujet. Et du coup, ce qui me bloquait beaucoup en tant qu'autrice quand je suis revenue vers la langue française, c'était que en tant que professeur d'histoire, ça me gênait que ce que je mettais dans mon roman puisse être confondu avec des travaux d'historiens, alors que je faisais des recherches vraiment extrêmement poussées. J'avais cherché sur des sites archéologiques, des choses comme ça. Et vraiment, c'était un blocage très important pour moi, qui faisait que je pouvais pas avancer dans l'écriture. Alors, ça, c'était il y a 4 ou 5 ans, donc j'ai une position qui a un peu évolué à ce sujet. Et notamment, en faisant les recherches sur mon roman arthurien, donc je suis tombée sur les conférences d'un professeur d'université qui s'appelle Ronald Hutton, donc qui est quelqu'un qui a entre autres travaillé sur l'histoire du paganisme en Angleterre. Et il parlait beaucoup de ce qu'on a pu retrouver sur ce paganisme. Et ce qu'il nous disait, enfin, il parlait d'un site archéologique sur un temple qui avait été découvert, donc il nous en parlait vraiment en détail. C'était un lieu sur lequel finalement on avait beaucoup d'informations, mais il clôturait en nous disant quand même que, finalement, on sait très peu de choses et que ce qu'on sait, c'est quelque chose de mort au final. On a des bouts de pierre et qu'est-ce que faisaient les gens dans ces lieux-là, comment ils les habitaient. Finalement, l'historien ne pourra jamais le dire, parce que si on reste sur une posture scientifique, on peut pas romancer. En fait, on peut pas sortir des dingueries du style et là, imaginez qu'ils se mettent à danser en agitant de l'encens autour de. Si on n'a pas de source qui nous dit qu'ils faisaient ça, on n'a pas le droit de le faire. Il y a une démarche historique à avoir qui est on présente la vérité et on fait pas acte d'imagination pour dire je pense que c'était comme ci, comme ça. Et lui, dans sa conférence, ce qu'il nous disait, c'est rendre la vie à ces lieux, à ces personnes qui ont vécu, à ces découvertes archéologiques, c'est le privilège des auteurs. Et c'est le privilège de l'écriture. Et quelque part, ça m'a réconcilié un peu avec ça, parce que finalement, le rôle de la littérature historique, et je mets la fantaisie historique dedans, c'est de rendre la vie à une période, la rendre accessible et éveiller un intérêt. Donc, ok, finalement, on va créer des erreurs, mais peut-être pas plus que les documentaires qui tournent, et les gens ont confiance dans les documentaires à tort.
parce que c'est rempli d'erreurs et de mensonges. Donc c'est parfois très orienté aussi. Ah bah exactement, donc quelque part le fruit est déjà vérolé finalement, et ça peut être une porte d'entrée vers ces périodes-là qui permettent de rendre les choses vivantes. Et c'est là que j'ai envie d'invoquer le jeu vidéo avec Assassin's Creed, avec un historien qui est aussi youtubeur, donc qui est Laurent Turcot, qui anime la chaîne L'Histoire nous le dira. Donc là, c'est des propos qui étaient cités dans la chaîne Architecton, qui est une chaîne sur l'architecture utilisée en fiction, en fait. Et il était cité dans une vidéo, en fait, sur la reconstitution de la ville de Bagdad dans le jeu Assassin's Creed, où il nous dit, donc, on ne travaille pas avec le passé, on travaille avec les traces du passé. L'histoire est faite de trous, alors que le monde d'Assassin's Creed est plein. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les remplir ? On fait dans le style. Donc, quand on fait de la littérature historique ou de la fantasy historique, l'idée, c'est de remplir les trous. Et par rapport aux jeux vidéo, on a à la fois moins de trous et plus de trous. Le jeu vidéo, il faut que ce soit continu. On peut pas se permettre d'avoir des vides, que le joueur traverse des vides. Alors que dans un roman, on peut y aller par petites touches un peu impressionnistes. Donc, s'il y a des trucs qu'on sait pas, on peut les éviter. Mais nous, on doit rajouter le goût et les odeurs. Alors que dans un jeu vidéo, ça, on s'en soucie pas. Et finalement, on peut avoir une démarche éthique quand on fait de l'écriture historique, en essayant de rester bien dans le style de. Mais la fantaisie, comme on met de la magie, comme on met des créatures, des choses comme ça, je pense que les lecteurs, le contrat est plus clair avec le lecteur sur le fait qu'on a fait du remplissage avec des choses qui ne sont pas historiques. En fait, un roman historique, il y a des lecteurs qui vont dire « Ah, mais je veux pas lire un livre d'histoire » ou des choses comme ça. Le roman historique, il est rempli de choses fausses, il est rempli de ce remplissage dans ce style-là. Mais bizarrement, quand c'est de la fantaisie, les lecteurs s'en rendent beaucoup plus compte. Ils ont un peu plus d'esprit critique en se disant « Ok, là, s'il y a des vampires, c'est que je suis pas dans un livre d'histoire. » Et du coup, moi, ça m'aidait pas mal de me dire qu'il y avait une limite fiction, information historique qui était plus fiable, finalement. Même si depuis, je suis persuadée que la fantaisie, elle ancre aussi des erreurs dans la tête des gens. Est-ce que tu as des exemples ? Oui, j'en ai un. Alors, vas-y. Passer sur une série télé, cette fois avec House of Dragons. Alors, si vous avez peur des spoilers, je vais spoiler le premier épisode. Voilà, donc ça ne vous empêchera pas d'apprécier la série, qui est d'ailleurs une très bonne série. Alors, oui. Donc c'est une adaptation d'un roman de George Martin qui est réputé pour faire de la fantaisie historique réaliste. Et le problème, c'est qu'à cause de cette réputation qu'il a, ça fait beaucoup de mal à la représentation de l'histoire qu'on peut avoir du Moyen-Âge. Parce qu'on se dit, ok, si George Martin c'est réaliste, dans ce cas-là, ce qu'il met dans le Trône de Fer et dans House of Dragons, c'est des choses historiques. Et donc dans ce premier épisode, on a un tournoi dans lequel on a des fils de la noblesse qui se massacrent joyeusement, qui en toute impunité massacrent des adversaires au sol, alors que on n'est pas sur un champ de bataille, on est sur des fils qui, dans notre monde, seraient des fils de comtes, de ducs, de barons, donc des personnes qui ont une famille puissante, qui risquent de ne pas apprécier si on trucide leur rejeton pour le fun. Et quand je dis pour le fun, on a des gars qui jettent à terre des gens, et alors que les gens ils demandent pitié, les frappent au visage après leur avoir retiré le casque, à grands coups de bouclier. Ça, c'est inadmissible au Moyen-Âge. Ou alors, si on fait ça, il va y avoir la famille noble qui va arriver derrière avec une vendetta. On va réclamer justice. C'est pas possible de massacrer des fils de seigneurs et avec pour seul commentaire, il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps, donc ils s'ennuient. Et le problème, c'est comme il y a cette réputation de c'est de la fantaisie histo, et ben on va se dire que tous les tournois au Moyen-Âge, c'est comme ça. Alors qu'un tournoi au Moyen-Âge, quelqu'un qui meurt, ça arrive souvent, mais c'est accidentel. C'est un sport dangereux, comme le MMA aujourd'hui. Mais en MMA aujourd'hui, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Voilà, il peut y avoir des blessures très graves, mais dans les règles, il n'y a pas écrit tu as le droit de tuer ton adversaire. En fait. Et là, on revient en fait finalement à ce que disait Icarius sur le fait que les gens qui ont vu House of the Dragons, dans 2 ou 3 ans, si on leur demande c'est quoi un tournoi médiéval, ils vont penser au tournoi de House of Dragons alors que c'est de la fantaisie historique. Donc ça donne de la liberté, mais
Je vais pas trop préciser non plus parce que c'est quelque chose qui se passe plus tard dans la série, donc je vais pas spoiler. Au bout d'un moment, dans la série, il y a un personnage qui tue un autre personnage noble et il n'y a jamais les répercussions. Et Oui, même problème. je pense que tu vois de qui je parle. Et en Oui. plus, c'est une scène très violente, choquante et qui aurait dû faire scandale, etc. Surtout que le personnage coupable n'est pas quelqu'un d'une si haute lignée que ça non plus. Et non, il y a un saut dans le temps. Après, et t'as l'impression que c'est complètement passé. Oui, Et même si on exactement. peut se dire tel personnage puissant le protège, je trouve ça gros à avaler quand même. Oui, parce que le tournoi, on a l'impression que c'est dans une lice et que c'est comme ça, mais ça participe au cliché sur le Moyen-Âge, même si le deuxième cas dans la série est effectivement un peu grossier. Non, mais du coup, ça rejoint aussi par rapport aux clichés, aux attendus qu'on peut avoir par rapport à une œuvre, hein, parce que ça se place dans telle période historique. On l'avait un peu évoqué avec Jérôme sur l'épisode sur l'Uchronie par rapport au Gladiateur, tu sais, le fait que dans le Gladiateur de Ridley Scott, normalement, tu me diras si j'ai une bêtise, mais normalement, un homme tel que Maximus, autant les rader, c'est pas possible qu'il finisse Gladiateur. Alors à la limite, sous une fausse identité, si, mais sous son identité réelle, non, c'est pas possible. Une personne comme lui, si on veut le condamner à mort, on lui demande de se suicider. Ou on l'assassine en privé chez lui. À partir du moment où on sait qui c'est dans le film, c'est pas possible de l'affronter publiquement. Mais de toute façon, le problème du film Gladiator, c'est que les gladiateurs meurent beaucoup trop. Oui, et encore une fois, si on c'est le même tuait... problème qu'avec les tournois. Ils rapportaient beaucoup d'argent, les gladiateurs. Donc, Mais c'est ça, c'est comme si dans le MMA, tout le monde mourait un combat sur deux, plus personne ne regarderait de MMA parce qu'il y aurait plus de bons combattants. Et donc, Gladiator, qui est un excellent film, est un très mauvais film historique. Après, je vous encourage à aller voir donc l'épisode d'Histoire appliquée donc sur la réserve sur ce sujet, qui est très très bien, qui relève tous les problèmes que ça peut avoir et toutes les erreurs historiques que ça met dans la tête des gens. Et c'est pour ça que clairement c'est de la fantaisie historique. Gladiator. On peut pas dire que c'est historique de mon point de vue quand on prend des telles libertés avec une histoire qu'on connaît en plus, parce que là par contre on a beaucoup de sources, donc c'est juste en fait qui s'en fiche. Ce qui n'empêche pas que c'est un très bon film en fait. C'est l'historicité d'une œuvre n'a rien à voir avec est-ce que c'est une œuvre de qualité et qu'on va apprécier. Après, j'ai pas vu son Napoléon et les Scott, mais vu les retours que j'ai vus, il prend aussi certaines libertés. Mais bon, on va peut-être pas rentrer dans les dans les détails sur Napoléon, sinon il faudra un épisode entier. J'en ai entendu beaucoup de mal. Après, je pense aussi que malgré tout, la fantaisie, ça donne quand même plus de liberté par rapport à l'histoire, et je sais que je suis pas la seule autrice à faire de la fantaisie historique justement pour ça. En tout cas, je suis pas la seule artiste, parce que pour partir dans les artistes poids lourds, si on prend, alors j'avoue, je sais pas du tout comment on prononce son nom, John Howe, qui est donc un illustrateur qui a travaillé sur Tolkien, c'est-à-dire que l'esthétique des films du Seigneur des Anneaux, c'est à lui qu'on le doit. Donc justement, il y a pas longtemps, il a fait une interview avec Icarius d'Histoire appliquée, où il explique en fait pourquoi lui, il dessinait de la fantaisie, sachant que lui, il a fait de la reconstitution historique, donc vraiment, c'est quelqu'un qui adore l'histoire. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est travailler dans le fantastique, avec un ancrage dans le réel. C'est le grand bonheur, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez l'appui historique qui est véridique et la vérité totale de faire ce qu'on veut et pas de responsabilité. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec le pas de responsabilité, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en a moins. C'est-à-dire que plus on pousse le curseur de la fantaisie, quelque part, plus on peut se permettre des erreurs, parce que les gens, par exemple, s'attendent pas à ce que le Seigneur des Anneaux ce soit historique. Alors qu'en fait, dans les dessins de John Howe, on a beaucoup de choses qui, historiquement, sont très très justes. Et de mon côté, là où ça pouvait être très libérateur, c'est que l'histoire de la Renaissance italienne, elle est écrite, c'est-à-dire que c'est une période qui est très noire pour les droits des femmes, qui est en net recul par rapport au Moyen-Âge. Et dans les serfs sous le velours noir, les femmes, elles ont encore une chance de gagner. Ceux qui défendent le droit des femmes, ils ont encore une chance, en fait, d'améliorer la situation des femmes et d'obtenir plus de droits pour elles, parce que l'histoire n'est pas encore écrite pour elles. Et ça peut permettre aussi de se passer de certains éléments qu'on ne veut pas écrire. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple d'une autrice française, Olivia Gomez, avec Les Noces d'ombre et de fumée.
Donc elle voulait écrire sur l'Italie de la Renaissance, mais elle voulait aussi présenter une héroïne que nous on considérait comme racisée dans notre monde, mais n'étant pas racisée elle-même, en fait, Olivia ne souhaitait pas qu'il y ait de racisme dans ce monde-là. Elle a décidé que dans son monde, il y avait du sexisme, il y avait du classisme, mais qu'il n'y avait pas de racisme, ce qui lui permettait à la fois d'avoir de la représentation d'une héroïne racisée, sans pour autant parler d'une oppression pour laquelle elle se sentait pas légitime. Oui, c'est un roman où j'ai beaucoup entendu parler et j'ai les Carmidor de cette autrice que je vais lire bientôt et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle fait. Pour rebondir un peu sur tout ce que tu disais, parce que tu as dit beaucoup de choses. Alors moi, je te rejoins, tu vois, mais je fais pas d'historique parce que tout simplement parce que j'ai trop peur de me tromper en fait. Tu l'as expliqué tellement mieux que moi. La quantité de recherche à faire j'avoue, me décourage un peu aussi, tu vois. Donc, je me disais, en plaçant, par exemple, le reflet brisé dans un royaume, un continent, un royaume fictif, c'est un peu aussi peut-être trop facile, mais bon, en fait, je prends un peu les éléments qui m'inspirent, qui me plaisent, et je les prends et le reste, j'invente, tu vois. Donc, finalement, je me dis, est-ce que j'écris vraiment de la fantaisie historique? Remise en question, là, grosse remise en question en direct. Est-ce que j'écris vraiment de la fantasy historique ou est-ce qu'on pourrait plus parler plus généralement dans mes œuvres d'intrigue en costume, tu vois ce que je veux dire? Finalement, dans certaines de mes œuvres, j'ai préféré en fait que ça soit plus un décor presque, parce que l'intrigue finalement, à part le reflet brisé, quand même, il y a quand même des enjeux politiques, etc. L'intrigue ne porte pas sur le contexte historique. Par exemple, quand j'ai des œuvres qui se passent dans notre monde, ça commence dans notre monde, etc. Mais très rapidement, il y a l'intrusion du fantastique ou du merveilleux qui vient de basculer l'intrigue vers autre chose. Par exemple, dans la Mélodie des Limbes, la date qui est donnée, c'est en 1865, mais ça reste un 19e siècle qui est très romancé, hein, qui est inspiré du romantisme allemand. Et comme très vite on bascule dans les limbes du titre, le contexte historique, il a plus trop d'importance rapidement, à part peut-être pour la condition d'Elisabeth, puisque c'est une jeune fille autiste et que l'autisme était non reconnu à l'époque, que les personnes autistes étaient considérées comme des idiots, etc., tu vois. Ou pareil pour mon roman Miranda, ça commence vers 1900 et ça s'étend jusqu'à 1960 puisque c'est une histoire de fantôme, donc automatiquement le temps ne s'applique pas de la même façon aux personnages. Mais pareil, ça reste qu'un fond, en fait, qu'un décor. Et tout à l'heure, je parlais de Sous un quart et d'immortel, qui est finalement le plus ancré dans une période historique, puisque ça se passe Première Guerre mondiale et juste l'après-guerre, ses conséquences. Mais pourtant, en fait, ça, c'est une réflexion que j'ai eue consciemment, par contre, quand j'ai écrit le roman. J'ai choisi de pas donner explicitement les dates du conflit, parce qu'on comprend très bien avec les éléments qui sont donnés de quel conflit on parle. Je donne pas de lieu précis non plus, je cite pas les pays en guerre, parce que ça reste quelque chose, c'est un récit qui est écrit de façon aussi très poétique, très sur les sentiments des personnages, et du coup, on va pas faire toute une période, tout un passage de contexte, tu vois. Donc ouais, je me dis, c'est presque des récits en costume que je fais plutôt que vraiment, il n'y a pas la démarche historique que j'aurais pu j'ai pas cherché à faire vraiment une démarche de recherche historique. Après, je pense pas que ça signifie en fait qu'un ouvrage n'est pas dans la fantaisie historique, parce que un roman de fantaisie historique, ça reste un roman en fait, et que on lit un roman pour l'histoire, pour ses personnages, et l'histoire, justement, c'est un cadre, c'est un décor, mais c'est rarement le sujet du roman. Enfin, à moins qu'on fasse un roman sur un personnage historique et que les gens le lisent comme une biographie romancée, l'histoire, elle restera un cadre quoi qu'il aille. Alors ça peut être un cadre plus ou moins détaillé, mais je pense pas qu'on puisse en fait disqualifier un roman parce que les événements historiques n'en sont pas le sujet. Il y a plein de romans historiques en fait où le cadre historique autour est là juste pour le costume. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que dans ce que tu décris, tes romans, ils sont quand même légitimes à se placer là-dedans. Après, tous les lecteurs de fantasy historique n'ont pas les mêmes attentes. Il y en a, ils veulent voir les rois maudits où ils voient des personnages historiques qui s'écharpent. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. En fait, si on prend ne serait-ce que la romance historique avec des choses comme Bridgerton, par exemple, on peut pas dire que ce soit
très très histo. Pourtant, ça reste de la romance historique. Donc, je vois pas pourquoi une fantasy, parce que on fait pas des gros paragraphes de contexte, ne serait pas de la fantasy historique non plus. Je pense qu'il faut pas chercher à exclure des ouvrages parce qu'ils sont un peu plus impressionnistes sur leur façon de mettre le cadre. Ça reste que c'est pas un cadre contemporain et que c'est un cadre qui évoque une période historique, ce que tu décris. Enfin, après, c'est mon avis. Il y en a qui peuvent en avoir un autre. C'est drôle parce que ça dépend vraiment de la perception et des attentes des lecteurs, parce que j'ai eu un reproche contraire, en fait, quand Le Reflet brisé a été en finaliste du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire des la Booksfare. Et en fait, dans le nom de ce prix, il y a imaginaire. Et en fait, il y a un des membres du jury qui avait justement pas trop aimé parce qu'il considérait que le roman avait pas sa place parce que justement c'était pas assez imaginaire à son goût. Donc là, pour le coup, c'était pas assez fantasy dans fantasy historique. C'est ce que c'est dans un royaume fictif, etc. Et on a des éléments surnaturels, mais c'est pas, voilà, on va pas avoir un dragon qui va débarquer non plus, tu vois. Ça va être plus quelque chose de plus qui oscille entre l'explication plausible et l'explication merveilleuse. C'est un peu plus du fantastique, en fait, presque. Par exemple, le miroir de la reine, est-ce que c'est vraiment un miroir magique, maudit, etc., quelque chose de surnaturel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans la tête du personnage? Et du coup, ça m'amuse que moi je me remets en doute sur le côté peut-être historique, alors finalement peut-être que pour certains ça n'est pas assez imaginaire pour eux non plus, mais ça c'est un autre débat encore. Alors, je sais que quand j'ai proposé les serres à des éditeurs, il y en a un qui m'a renvoyé la réponse. Alors, on a un problème, il est trop fantasy pour notre collection historique et il est pas assez fantasy pour notre collection fantasy. Donc, je comprends tout à fait, mais c'est comme il y a certaines personnes qui considèrent que c'est pas de la fantasy à partir du moment où il n'y a pas de magie, alors que par définition, si on est dans un autre univers que le nôtre, c'est de la fantasy en fait. Mais il y en a pour lesquels, pour qu'il y ait de la fantaisie, il faut qu'il y ait de la magie. Donc je pense qu'on n'a pas tous la même définition et qu'il y a toujours des lecteurs, en fait, comme on est sur des définitions très larges, qui seront déçus parce qu'il y aura trop de romance, pas assez de romance, trop de fantaisie, pas assez, trop d'histo, pas assez d'histo. Ça, c'est un peu le jeu quand on ouvre un livre, finalement, c'est que, à moins d'écumer toutes les critiques sur Babelio pour avoir le degré de fantaisie précis d'une œuvre, il y a toujours un moment où il y aura soit trop, soit pas assez par rapport à ce qu'on espère, je pense. Ça m'a permis de toucher peut-être d'autres lecteurs, parce que justement ma mère qui lit pas du tout d'imaginaire, elle a adoré celui-là grâce à ça, en fait, justement parce que c'était plus ancré dans une réalité, alors une réalité complètement fictive pour le coup, mais elle a plus raccroché à une forme de réel, en fait, grâce à ça. Et je sais qu'en salon, il y a des gens qui se sont plus portés vers Le Reflet brisé par rapport à ça, du coup. C'est vrai que moi, de ce que tu décris, ça me tente plus que une réécriture de conte qui serait totalement merveilleuse. Mais après, c'est parce que moi, j'ai mes goûts qui partent justement plus vers le côté historique. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont préférer des choses vraiment beaucoup plus floues. Ma question suivante, c'est quels éléments historiques ou enfin des périodes, des faits, des anecdotes, enfin, quels éléments historiques t'ont inspiré pour l'univers et pour ton univers et ton intrigue? Alors, pour les serres, je me suis servi de quelques personnages historiques, mais qui sont des personnages secondaires dans l'intrigue. Donc, notamment de l'artiste Artemisia Gentileschi, qui est une peintre caravagiste, qui est une des rares femmes peintres de l'époque, qui a une histoire absolument extraordinaire. On a aussi un personnage qui ressemble beaucoup à Cesare Borgia. Donc, pour le spin-off que je vais commencer à écrire fin 2024, je pensais partir sur une adaptation Renaissance italienne des affaires des poisons qu'on a pu avoir à la cour de Louis XIV et de la Rome antique, qui sont donc des affaires où on découvre que des femmes empoisonnent leurs parents mâles, notamment parce qu'elles n'ont pas d'autre choix en fait pour s'émanciper dans la société. Et je trouve que c'est des événements historiques qui sont très intéressants à exploiter. Voilà, sinon, pour cette période-là, la Renaissance italienne, c'est une période qui est quand même bien documentée. On a plein d'écrits, on a des groupes de reconstitution qui travaillent dessus, pour les vêtements à la cuisine. Et on a beaucoup de tableaux aussi, qui montrent à la fois les vêtements, mais aussi les bâtiments. Donc là, c'est une période où c'est relativement facile en fait de trouver l'inspiration, je trouve. Je sais pas si toi, tu as eu la même impression pour Le Reflet brisé. En fait,
Moi, pour le reflet brisé, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu pioché dans différentes sources d'inspiration. Je prenais un peu ce qui me plaisait et j'en ai fait un mix, tu vois. Et c'est pas spécifique à la Renaissance allemande, même. Pourquoi j'ai choisi la Renaissance allemande de base? Bah, je pense que ta réaction, tout à l'heure, elle a bien montré, en fait, quand t'as tout de suite fait le lien Blanche-Neige, Renaissance allemande, tu vois, donc c'est venu de là, en fait, quand j'ai voulu travailler l'histoire de Blanche-Neige, puis l'Allemagne, parce que, bah, Grimm, en fait, Blanche-Neige, c'est un conte qu'on trouve chez Grimm, en version écrite, mais il n'y avait pas de version antérieure chez Perrault ou Basile, par exemple, comme c'est le cas de nombreux contes. Donc pour moi, j'ai associé directement Blanche-Neige à l'Allemagne. Et en plus, si on regarde un peu dans les recherches qu'il y a eu, les théories plus ou moins crédibles autour du personnage de Blanche-Neige, elle aurait, selon certains auteurs, qu'elle aurait été inspirée peut-être par une certaine Margaretha von Waldeck, qui est la fille d'un comte qui a vécu au XVIe siècle, qui est morte à 20 ans et qui aurait peut-être été empoisonnée. Mais c'est devenu un peu une légende qui a été très romancée. Et du coup, d'où cette époque aussi qui a été fixée un peu par l'imaginaire qu'il y avait autour de Blanche-Neige et de ses prétendues inspirations. D'ailleurs, on retrouve quelques clins d'œil dans le reflet brisé, le personnage de Margaretha, enfin le nom de Margaretha est évoqué, et Waldeck, c'est le nom de famille de Weiss dans mon roman, et Weiss c'est l'équivalent donc, de Blanche-Neige dans mon roman, sauf que là c'est un prince, c'est pas une princesse. Donc voilà, je pense qu'ils ont remarqué, les auditeurs, et toi aussi, j'ai pas du tout une démarche historienne en fait. Par exemple, pour ce que j'ai pioché en fait, pour créer mon univers et mes personnages et mon intrigue, bah, par exemple pour les royaumes de Steinbourg et de Pruckenberg, qui sont les deux royaumes en conflit. Dans le roman, ce sont j'ai pris des noms germaniques, donc cette idée de l'Allemagne avant qu'elle soit unifiée en 1870 par exemple. Dans Steinbourg même, il y a différentes régions dont les personnages qui viennent de ces régions, ils ont des noms qui ont des sonorités, par exemple Lot de Breck, c'est une sonorité plus hollandaise, donc il y a une région qui est plus un peu les Pays-Bas, tu vois. Claude de Brumont, elle, c'est une sonorité plus française. Oui, mais finalement, en fait, t'as quand même un univers sur lequel t'as quand même une inspiration historique qui fait que t'as une cohérence. C'est-à-dire que quand tu me dis, il y a des régions qui ressemblent, enfin, qui se rapprochent un peu du néerlandais, d'autres qui sont plus inspirées de ça. Moi, je trouve que là, l'histoire, elle nous apporte beaucoup en fantaisie parce que ça donne en fait un vernis de crédibilité, une cohérence à ce que tu nous décris, même si c'est pas dans un royaume historique. Il n'empêche qu'on va avoir un petit peu ce même sentiment que les gens viennent d'un endroit qui est cohérent, qui est un peu différent, mais en même temps proche selon les régions où on est. Chaque inspiration, c'était un peu un fil que je prenais pour ma broderie, tu vois, et ça fait un tout, quoi. Parce que là, je peux mélanger un peu des époques, hein. Moi, j'ai des inspirations qui viennent... tu vois, il y a un personnage qui s'appelle l'empereur Magnus, qui a l'empire voisin au royaume où un truc se passe. Là, c'est une sorte de... Magnus, tu vois, Charlemagne, une sorte de Charlemagne, ou même de Charles Quint, tu vois. Donc, vous mélange de différentes époques. Et cette figure d'empereur, elle a vraiment... à la tête d'une dynastie, d'une famille. C'est une inspiration du Saint-Empire romain germanique, par exemple. Et d'ailleurs, sa famille, c'est les Halbourg. Je me cache même pas que c'est inspiré des Habsbourg, tu vois. Oui, je pensais fort à eux avec ta description. C'est ça. En parlant d'autres époques, il y a le personnage de Wilhelm II, donc, qui est le père du prince Weiss, qui est donc celui que l'héroïne Kirsten va épouser en début du roman. Moi, William II, dans la façon dont il est décrit, etc., c'est vraiment une sorte d'Henri VIII. Tu vois, Henri VIII, à la fin, vraiment l'ogre, un peu, pas côté barbe bleue parce qu'il tue pas ses femmes, mais vraiment ce côté-là, un peu vraiment impressionnant, bon vivant, un peu un Robert Baratheon aussi, si on reprend le trône de fer. Je sais pas, toi tu dis que t'as pas une démarche d'historienne, mais on la retrouve finalement beaucoup, l'histoire. Hein. Si tu le dis. Mais pour mélanger notre époque, j'ai le personnage d'Angela Kruger, qui est une des courtisanes. En fait, c'est la favorite. C'est un peu une Jeanne du Barry, parce que tu vois, elle est pas issue de la noblesse, elle est issue de la petite bourgeoisie. Et elle va monter, en fait, par son mariage, elle va pouvoir accéder, en fait, à la proximité du roi, et elle va finir par devenir sa maîtresse. Ces petits
petite inspiration pour faire mes personnages, pour faire une cour un peu pleine de faux semblants. Donc, mais il y a aussi des inspirations, des petits éléments dans la culture qu'il y a. Par exemple, je m'étais renseignée. Alors là, j'ai fait quand même quelques recherches. J'ai quand même aussi une petite démarche quand même parce que, par exemple, Kirsten, c'est un personnage qui est considéré comme laid parce qu'elle est défigurée. Donc, il y a tout un rapport à son apparence, etc. Et tout ce qui va être l'apparence des femmes. Comment se mettre en beauté, la santé, etc. Donc on va parler des produits qu'elles se mettent qui sont, on sait maintenant, assez toxiques, comme des poudres comme le blanc de céruse, etc. Une référence à l'or, boire de l'or, en fait, comme Diane de Poitiers faisait, qu'on a retrouvé dans son organisme après coup. Bien sûr, tout ce qui est les médecins avec les saignées, la théorie des humeurs, le fait que ça soit lié aux 4 éléments considérés que les compositions du corps, donc le sang, la bile, etc., ça correspondait en fait aux 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et du coup, il fallait la fonction, comment ces éléments fluctuaient dans le corps, ça indiquait notre santé. C'est pour ça que des fois, il fallait faire des saignées pour rééquilibrer le tout. Bon, on sait maintenant que pas du tout. Ça marchait pas super bien. Et en opposition à ça, en fait, avec ces médecins, on voit Kirsten qui va incarner plus le savoir des femmes un peu soigneuses, guérisseuses, que dans le roman, on va associer un peu au côté sorcière, entre guillemets, qui, elle va savoir les plantes pour guérir, etc., pour soigner. Donc voilà, ça c'est le côté santé. Pour le côté un peu culturel, il y a une scène, en fait, qui se passe dans la bibliothèque royale du château, où le personnage de Kirsten se rend, et en fait, ça c'est le côté professeur documentaliste. Hein. J'ai fait des études pour passer mon CAPES de sciences de l'information et communication, dont l'histoire des systèmes de classification. Puisqu'il faut savoir que dans les CD, les bibliothèques, etc., du monde entier, on a des systèmes pour classer tous les livres, tous les documents qu'il y a. Et donc, j'en ai fait les anciens systèmes, les ancêtres, dans les anciennes librairies, bibliothèques, je trouvais ça passionnant. Je m'étais inspirée d'un système de classification de l'époque, où, en fait, ils classent les ouvrages en fonction de la mémoire, l'imagination et la raison. Donc, la mémoire, en gros, c'est l'histoire. L'imagination, ça va être tout ce qui est poésie. Et la raison, c'est tout ce qui va être les ouvrages de philosophie. Il faut voir, c'est intéressant de regarder qu'à l'époque, dans l'imagination, ils mettent poésie et pas roman. Puisque pendant longtemps, le roman, c'était une forme littéraire qui était déjà qui arrivait plus tardivement. Et elle a été longtemps décriée parce qu'on associait ça aussi aux femmes. On associait ça que c'était un format très féminin. Et du coup, c'était considéré comme une sous-littérature, quoi. Alors, quand on voit l'origine de Lancelot, ça m'étonne pas que ce soit un truc de femme. Faut se rappeler que Lancelot, c'est quand même une femme noble qui va commander à un auteur qui lui écrive un texte où le preux chevalier couche avec la reine, quand même. Voilà, donc après, je la connaissais pas, hein, je vais pas faire des suppositions sur sa vie privée, mais... Mais voilà, ça c'est le côté un peu, je voulais quand même donner une culture à une géographie, comme je disais, mais aussi une culture à ce monde où Kirsten évolue. Et aussi, par contre, pour des scènes un peu... il y a des scènes du roman qui sont inspirées de faits, alors pareil, que j'ai pioché, qui m'avaient marqué, par exemple, quand Kirsten, elle arrive à Steinbourg, donc quand elle quitte le royaume où elle a grandi, pour aller dans le royaume de son nouvel époux. Elle doit traverser en fait un immense pont de pierre qui fait le lien entre les deux royaumes. Et en fait, à cette frontière, en fait, elle doit abandonner ses anciens habits, comme abandonner derrière toute trace de son ancienne vie, en fait, pour ensuite revêtir d'une robe aux couleurs de son mari, etc. Et en fait, ses anciens vêtements, tout ça, ils vont être brûlés, etc. Vraiment, c'est une renaissance, quoi. Alors, je sais pas si tu sais ou pas... Marie-Antoinette. Ça. Marie-Antoinette dans le très bon film de fantasy historique de Sofia Coppola. Alors, est-ce que c'était est-ce que c'est une invention de Sofia Coppola? Parce que j'avais l'impression d'avoir vu. Alors, c'est... Non, c'est vrai, c'est vrai cet épisode-là. Non, je dis que c'est de la fantaisie historique Sofia Coppola parce que c'est pareil, elle prend beaucoup de liberté, mais oui, mais d'un côté, quelque part, on est là pour produire une œuvre d'art, donc on laisse aux historiens le fait de faire des choses justes.
je pense. Ça veut pas dire qu'il faut faire exprès de faire des bêtises, mais que il y a un moment où voilà, on reste sur des œuvres d'art, je trouve. Et dernier fait historique qui m'a inspiré pour un détail du roman. On va voir si tu vois c'est quoi la référence. Le père de Kirsten, il est dit qu'il est mort en fait dans un tournoi. Il y a eu un accident. D'ailleurs, ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure avec ce dragon. Un accident. Il s'est pris en fait la lance de son adversaire dans l'œil. Ça s'est infecté. Il est mort. C'est le mari de Catherine de Médicis et l'amant de Diane de Poitiers. C'est un Henri, mais Henri II, je crois. Henri, c'est ça, Henri II, fils de François Ier, voilà, le mari de Catherine de Médicis. Le père de la reine Margot, voilà, pour constituer un peu. Et voilà, donc je me suis inspirée de sa mort. Et c'est bien un accident, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, exactement, avec une tentative du docteur Ambroise Paré de le sauver, qui a échoué, du coup, parce qu'un coup de lance dans l'œil, voilà. Mais non, mais c'est bien, pour l'instant, voilà, pour l'instant, l'honneur de prof d'histoire est sauf, j'ai les rêves. Bon, je vais pas tester trop non plus, je m'arrête là. Bah écoute, on va passer à la partie suivante où on va parler de nos lectures, nos recommandations. Comme d'habitude, je t'avais demandé de sélectionner des œuvres de fantaisie historique pour nous en parler et nous expliquer pourquoi ces choix. Alors la première du coup que je voudrais présenter, alors moi je vais présenter des bandes dessinées parce que je lis principalement des bandes dessinées en ce moment. Donc quand j'étais ado, donc pas du tout en ce moment, j'avais beaucoup apprécié une série de BD française donc de Jean-Pierre Pecot, donc l'histoire secrète, donc une relecture de l'histoire, et en fait derrière on a un complot magique mené par 4 magiciens qui possèdent 4 atouts, dont les noms de ces atouts correspondent en fait aux jeux de cartes anciens des coupes, les deniers, les lances et les épées. Et en fait ils intervenaient dans tout un tas d'événements historiques de la préhistoire au XXe siècle. Moi à l'époque j'étais ado, j'avais trouvé ça ouf parce que j'aimais bien l'histoire. Mais le côté, ouais, il y a des choses secrètes que personne ne sait, que personne ne voit. Et tout. Je trouvais ça vraiment trop cool, en fait. Ça rajoutait du piment sur un truc que j'aimais déjà bien. Et ma deuxième recommandation, ce serait du coup toujours en BD. Donc une BD de Cyril Pedrosa et Roxane, alors je sais pas comment ça se prononce, Moreil, je ne sais pas. Donc qui est L'Âge d'or en 2 tomes, qui s'inspire de la fin du Moyen-Âge visuellement, ainsi que l'art des enluminures. Donc c'est une BD qui est vraiment très belle, avec un style très poétique, qui est décrite en 4e de couverture comme un conte féodal qui se transforme en fable sociale, parce que effectivement, on mélange le merveilleux et les luttes familiales à un discours qui est finalement beaucoup l'aube rougeoyante du socialisme, qui elle est très très moderne. Donc il n'y a pas de période historique très très déterminée, mais on est clairement dans un Moyen-Âge fantasmé. Et on a un peu la même logique pour ma dernière recommandation, donc qui va être Peau d'homme d'Hubert et Zanzime, qui est une fable queer sur le genre et la sexualité dans un cadre qui est très clairement la Florence de la Renaissance. La ville n'est pas citée, mais ça ressemble énormément à Florence et il se passe certains événements qui ressemblent énormément à l'histoire florentine. Mais le fait que ce soit de la fantaisie, ça va permettre de prendre quelques libertés pour justement explorer ces thèmes de l'identité de genre et de l'identité sexuelle que peuvent avoir les personnages. C'est bien de recommander aussi un peu d'autres formats que le roman. J'ai lu que Peau d'homme que j'avais beaucoup aimé, mais L'Âge d'or est dans mes envies et ça fait longtemps que je voulais le lire. Bah, tu m'as convaincu encore un peu plus. Faut que je tente le coup. J'ai rarement vu des BD visuellement aussi belles que celle-là, je trouve. C'est un style vraiment particulier. Est-ce que tu veux enchaîner avec les romans que tu veux recommander? Je sais qu'il y en a un que j'ai des choses à dire. Donc... Ah, Le Trône de Fer. J'hésitais, je me disais tout le monde le connaît celui-là. Le Trône de Fer, en fait, de loin, ça, le lien avec les périodes historiques peut paraître pas évident, mais moi, pour mes écrits, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire matérielle. Donc l'histoire matérielle, en fait, c'est l'histoire de la cuisine, du vêtement, de l'artisanat, donc vraiment de tout ce qui constitue les objets, qui sont des choses qui sont beaucoup explorées par des groupes de reconstitution. Et en fait, quand on s'intéresse à ces éléments-là,
on se rend compte vraiment que George Martin, il a des connaissances assez poussées là-dessus, puisque il cite par exemple beaucoup de plats que j'ai retrouvés dans des livres de cuisine médiévale anglaise. Et on va avoir une autre autrice, pareil, où le lien paraît pas forcément ultra évident de loin, qui est Robin Hobb avec l'Assassin Royal, laquelle, pareil, le lien avec des périodes historiques paraît pas forcément évident dans l'Assassin Royal. Mais en fait, dans sa façon de décrire les vêtements, la nourriture, de décrire le château, on est sur quelque chose, même si elle a pris des libertés sur des trucs, qui rappelle beaucoup ce qu'on peut retrouver quand on étudie l'histoire matérielle, donc avec du fonctionnement de cuisine, avec le fait que les personnages portent des chausses, avec le fait que la taille des manches des vêtements a une signification quand on est à la cour. Il y a plein de petits détails comme ça qui finalement peuvent rappeler toutes les recherches en histoire matérielle qu'on peut faire. C'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, j'avais pas du tout cette vision-là, j'avais pas noté forcément ces détails-là, parce que moi, tu vois, quand je voulais parler des Trônes de Fer, je pensais plus à la période historique qui l'a inspiré, qu'inspire l'auteur. Tu parlais, je crois, au début du podcast, c'est du coup la guerre des 2 Roses, tu vois, en Angleterre. Alors pour refaire un peu le point rapidement, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une lutte pour le trône d'Angleterre qui a opposé 2 familles, donc les York et les Lancaster. Donc on connaît un peu York, Stark, Lancaster, du coup en anglais Lannister. Et on va pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a plusieurs œuvres aussi qui créent du conflit. Il y a aussi déjà les œuvres de Shakespeare, tout simplement. Mais il y a aussi il y a des romans de Philippa Gregory qui ont été aussi adaptés en série, c'est comme ça que je les ai connus. Il y a avec The White Queen, ouais. Et The White Princess aussi. Et en fait, c'est des œuvres d'ailleurs que j'avais découvert ça, que j'avais adoré, que ça m'avait un peu inspiré aussi pour le reflet brisé, le fait d'écrire sur une reine, etc., une cour. Mais il y a énormément d'inspiration historique. Quand on regarde le Trône de Fer, on retrouve déjà, même si c'est pas dit dedans, il y a une société d'ordre. Il y a un clergé, il y a la noblesse et il y a les autres. On va retrouver des tournois et dans ces nouvelles, ces nouvelles qui suivent un chevalier errant qui va de tournoi en tournoi, on est sur quelque chose qui est vraiment très très inspiré de toute la littérature qu'on peut avoir sur les chevaliers, même des chevaliers arthuriens d'ailleurs, qui vont de tournoi en tournoi. On a bien sûr les querelles dynastiques. En fait, on a vraiment tous les codes d'un roman historique qu'on va retrouver. Et même s'il a mis des dragons dedans, il n'empêche qu'on les retrouve, ces inspirations, et qu'elles sont flagrantes jusque dans le fait qu'il met de l'amande partout dans les plats cuisinés. Ça, c'est très typique de la cuisine anglaise du Moyen-Âge, où pareil, il y a une consommation d'amandes surprenante. Ouais, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est pourquoi, dans le Trône de Fer, il y a de l'amande dans toutes les recettes de festin. Et en fait, dans les livres de cuisine anglaise de la période dont il s'inspire, l'amande, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. D'accord, donc et je savais pas du tout que... Ah, j'adore ce genre de détails que... Ah, mais moi, je me disais au début, mais qu'est-ce qu'il a? Il adore les amandes et tout. Et en fait, voilà, en me renseignant sur la cuisine médiévale, non, en fait, au Moyen-Âge, ils aimaient beaucoup les amandes aussi. En fait, ça permettait de faire du lait végétarien. Oui, donc les végétariens d'aujourd'hui n'ont rien inventé, c'est déjà la mode, etc., le lait d'amande. Exactement, en fait, ça remplace le lait les jours où on mange maigre. Dans l'Angleterre médiévale, ça se faisait aussi en France, mais j'ai moins de sources sur la France parce que j'ai pas trop écrit dessus. Mais voilà, il y a des jours, en fait, on ne doit pas manger de matière issue d'animaux autres que des poissons. Et donc, on va remplacer le lait par du lait d'amande. Voilà, c'était l'information inutile du jour. Ça, c'est les recherches que je fais pour mon roman Arthuria. Voilà, c'est... Mais c'est le genre de détail que j'adore parce que ça, avec un seul détail, ça nous apprend tellement sur une culture, une époque, tu vois. Mais moi aussi, et pour le coup, l'étape que je préfère quand j'écris les romans, c'est les recherches sur l'histoire matérielle. Donc le vêtement, la nourriture, tout ce qui faisait partie en fait de leur réalité physique. Finalement, parce que quand on fait des recherches sur la période, on tombe beaucoup sur des choses sur la société, mais ce qui rend leur monde vivant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils portent comme vêtements, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils mangent, comment on se chauffe, à quoi ressemblent les meubles. Et en fait, ça, c'est les informations qu'on trouve le moins dans les livres publiés.
Et c'est ça qui peut rendre certaines périodes difficiles. C'est ça qui rend aussi authentique l'histoire et les personnages. Moi, quand j'étais à la fac, j'ai fait une licence de lettres modernes, mais en première année de licence, on avait un tronc commun, donc on avait des CM d'histoire. Et on avait un CM sur l'histoire du 19e siècle, mais à travers, en gros, l'histoire privée. En fait, donc les familles, les mariages, la place des enfants au 19e siècle n'est pas du tout la même vision de l'enfance qu'on a aujourd'hui. La température de la chambre, quand il avait des trucs, mais j'adorais quoi, ce genre de choses. Et c'est pas que qui a régné, qui a été président, quelle guerre, quel conflit, tu vois. C'est vraiment les gens au quotidien, comment ils vivaient, quoi. Et ben ça, malheureusement, il y a des périodes pour lesquelles on n'en a pas du tout. Et je parlais de la période arthurienne. Typiquement, la période arthurienne, c'est une période où on construisait en bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des trous de poteaux qui permettent de dire si ton bâtiment il est rond ou s'il est carré. Et c'est à peu près tout, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des périodes pour lesquelles ça va être très, très compliqué de faire de l'historique parce que on n'a rien retrouvé finalement. Et le problème, c'est que c'est difficile d'écrire un livre dans lequel les personnages ne mangent pas, n'ont pas de vêtements, ou leur bâtiment, on nous dit juste le bâtiment il est rond ou carré. Ok, mais pour faire vivre quelque chose dans l'imaginaire des lecteurs, ça va être triste quand même. Donc heureusement, Ronald Hutton nous dit qu'en tant qu'auteur, notre privilège, c'est de boucher les trous, histoire que ce ne soit pas un grand vide. Voilà, mais finalement, il y a des périodes pour lesquelles les trous sont des gouffres, en fait. Mais vraiment, et pour lesquelles finalement, ça va être une illusion et les gens vont se dire, bon, je lis un livre historique, alors que sur une période sur laquelle on sait rien, on peut pas dire que le livre, il est historique. Alors, pour la première que j'ai sélectionnée, qui quand même, je pense elle commence à être connue un peu sur les communautés littéraires, plus ou moins, mais en tout cas, je sais qu'elle est très appréciée. C'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Le premier tome est le plus connu, c'est L'ours et le rossignol. Je sais pas si t'as déjà entendu parler au moins de nom. Alors, le titre me dit très vaguement quelque chose. Ce que j'aime bien, ça fait pour faire un peu le lien à ce qu'on disait, elle a une façon d'écrire les personnages et leur vie quotidienne qui rend le fait très authentique. On a vraiment l'impression d'être au coin du feu avec eux, justement. Parce qu'en fait, ça se passe dans la Russie médiévale, début 14e siècle. On l'appelait la Russe, en fait. Donc, c'est pas la Russie qu'on connaît actuellement, c'est... Ouais, c'est l'Ukraine. Ouais, c'est Ukraine, un peu Biélorussie, et ça s'étend jusqu'à Moscou. Et du coup, faut imaginer vraiment l'ambiance un peu, trilogie d'une nuit d'hiver. Hein. Ça porte bien son nom. L'ambiance vraiment dans la campagne russe, coupée du monde, le froid, la neige, cette ambiance-là. Et du coup, dans tout le premier tome, c'est vraiment quelque chose, même un roman presque contemplatif, parce qu'on va être dans cette nature et dans la vie quotidienne de cette famille qu'on va suivre. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé le premier tome, parce que justement, il n'y avait pas assez d'action, et que l'action commence plus dans le tome 2 et 3. Mais moi, j'ai adoré ce côté-là. Et en fait, donc ça se passe, il y a des personnages historiques dont l'histoire est romancée automatiquement qui apparaissent. Ça se passe pendant le règne de Dimitri Ier, qui est grand prince de Moscou, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore les tsars. Les tsars, c'est sous Ivan le Terrible, je crois, donc 1500 et quelques, je crois. Donc il est grand prince de Moscou, et donc le personnage de Vassia, l'héroïne, est de la noblesse, puisqu'elle est la petite fille d'Ivan le Ier, et donc la cousine, ou petite cousine de Dimitri Ier, voilà. Donc elle est issue quand même d'une certaine noblesse, puisque son père était un boyard. Les boyards, c'est ce qu'on appelle les aristocrates russes. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du tout l'image de l'aristocrate dans son palais, dans son château, etc. Non, c'est vraiment, ils ont leur petite maison dans la campagne russe, voilà. Ils vivent au contact de la ferme, etc. Et même d'ailleurs, quand ils vont à Moscou plus tard dans l'intrigue, c'est pas du tout la ville qu'on connaît aujourd'hui, elle est beaucoup moins développée. C'est vraiment, ça sera une toute petite ville d'après les critères d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le contexte, un peu l'ambiance. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà ça, aussi le contexte historique qui est plus présent dans les tomes suivants. En fait, il faut savoir que la Russe, à ce moment-là, elle est fortement sous domination des Mongols, en fait, qui ont fait des invasions au siècle précédent. Et donc, on va avoir vraiment plusieurs fois dans l'intrigue Dimitri Ier qui va être en conflit avec les seigneurs mongols qui veulent dominer ce territoire-là, voilà, conflit. Donc lui, il va vouloir résister face à ces envahisseurs. Cette guerre va prendre de plus en plus une place importante dans l'intrigue, dans les tomes 2 et 3. Et d'ailleurs, on a le frère de
Vassia, donc l'héroïne, elle a un frère qui est surnommé Sacha, parce que ce qui est bien dans les littératures russes, c'est qu'ils ont tous ils ont un patronyme, un nom, un prénom, un surnom, enfin ils ont 36 noms pour désigner le même personnage. C'est expliqué au début, mais c'est galère. Et du coup, Sacha, son nom complet, c'est Alexandre, ouais. Voilà. Et quand je me suis renseignée, en fait, en faisant des recherches autour de ça, j'ai découvert que je croyais que la famille de Vassia, c'était une famille fictive. Et finalement, Alexandre, qui devient un prêtre, il est inspiré, en fait, d'un vrai personnage historique, Alexandre Peresvet, qui est en fait du coup un prêtre de cette époque-là, donc un homme qui a réellement existé, qui est connu pour avoir, au cours d'une bataille contre ces seigneurs mongols, avoir fait un duel contre... alors dans le roman il s'appelle Chelly Bey, alors, je sais pas si je prononce bien, voilà, mais ça s'inspirait d'un fait historique qui a vraiment existé. Je vous dis pas comment l'issue de cette bataille, etc. Mais voilà, et ça quand je l'ai découvert, quand j'ai fait des recherches pour le podcast, j'ai dit « Ah ouais !» À ce point, je savais qu'il y avait des éléments historiques, mais je savais pas que tel personnage était vraiment inspiré d'une figure. Enfin, il a été après dans la culture russe, dans l'histoire du pays, le roman national que chaque pays a. Il a vraiment, enfin, il y a des écoles qui ont le nom de ce bonhomme-là, bah, par exemple, tu vois. Mais c'est bien, ça montre le côté entrée vers l'histoire que peut avoir la fantaisie historique finalement. C'est exactement ça. Un des autres thèmes du roman, qui pour le coup est dans toute la trilogie et pas que dans les tomes 2 et 3, c'est l'opposition entre le folklore russe et donc vraiment petit peuple païen, etc. Et l'influence grandissante de l'église orthodoxe, qui est représenté par un des meilleurs antagonistes que j'ai lu d'ailleurs, qui est le père Constantin, qui est un jeune prêtre en fait, qui est considéré comme trop influent à Moscou, et du coup qu'on va l'envoyer dans le village de Vassia. Et lui, il va considérer Vassia sous un œil méfiant et aussi sexiste, hein, on va dire ça, parce que Vassia, en fait, c'est une jeune fille qui a un don de double vue et qui peut voir les petits esprits. Et il y a un peu un côté aussi Frollo, en mode il la déteste, il la désire aussi, tu vois. Et il y a cette opposition, en fait, du coup, entre le folklore russe, donc il y a plein de petites créatures comme les roussalka, les esprits de maison. Il y a l'esprit des écuries qui s'occupent des chevaux, j'ai plus les noms parce que c'est des noms russes, l'esprit du foyer, ils ont dans chaque maison ils ont un endroit, en fait c'est une salle pour les ablutions, en fait, où ils vont se laver, etc. Il y a un esprit là dans les bains, et il y a d'autres figures qu'on retrouve qui sont connues du grand public parce qu'elles ont été reprises dans des contes russes. Je pense à l'oiseau de feu, je pense à Baba Yaga, je pense à la figure de Morosko qui est une incarnation de l'hiver et de la mort aussi. Voilà, donc il y a tous ces personnages un peu des contes du folklore qui vont être là par rapport à Vassia et qui doivent lutter contre leur disparition annoncée à cause de l'influence grandissante de l'église orthodoxe, de leurs préjugés, de cette volonté du dieu unique. Vassia elle-même va être en danger parce qu'on va la considérer comme une sorcière. J'aime beaucoup en fait cette opposition entre l'ancien et la fin d'une ère, tu vois. C'est vrai que ça donne envie quand on parle. Ah, franchement, j'ai eu, de ceux que je connais qui l'ont découvert, j'ai vu que des coups de cœur pratiquement. Après, faut savoir que le premier tome, c'est vraiment très lent, là, ça s'installe très lentement. Et si on recherche plus quelque chose avec plus d'action, rebondissement, faut attendre le tome 2, faut s'accrocher. Mais ça en vaut vraiment le coup, quoi. Et pour le coup, l'ambiance, elle est géniale. Et moi, j'ai vraiment un attrait pour les œuvres qui s'inspirent de ces cultures un peu slaves, etc. Enfin, en young adulte, mon œuvre préférée, c'est l'univers de Les Bardugo autour de Grisha, Shadow and Bone, pour ceux qui connaissent l'adaptation et tout ça. C'est vraiment inspiré de la Russie impériale. J'ai aussi, on parlait de Naomi Novik, j'ai eu un coup de cœur pour La Fileuse d'argent, où c'est un peu la même ambiance, tu vois. Si on veut faire un peu, voilà, l'historique sur la Russie, qui est un pays qui est tellement vaste, qui a tellement une histoire, que c'est passionnant. Je vous recommande la trilogie des Nuits d'hiver de Catherine Arden. Eh ben, je note, je le mets dans ma palle. Bah écoute, si tu veux nous faire une autre recommandation, je suis toute oui. Ah, mais moi, j'en ai déjà fait 3, là. Même 4 en comptant l'Assassin Royal, donc c'est ton tour. On s'éloigne encore un peu plus de l'Europe, là. Mais il y a un petit lien avec la trilogie de l'univers, si on regarde un peu. En fait, je vous parlais des dragons de l'impératrice d'Alice Sola.
Et alors là, je retombe un peu sur ce que je consomme et ce que j'écris, puisque c'est une écriture de conte. Alors pas d'un conte du coup européen, c'est une écriture de la ballade de Mulan. Donc vous connaissez sûrement avec les adaptations qu'il y a eu par Disney. La ballade de Mulan qui date du 4e ou 5e siècle, donc en Chine. Et l'autrice a mélangé ça avec la légende de Turandot, j'ai jamais su, que vous connaissez peut-être puisqu'elle elle vient, enfin de base c'est un vieux conte perse, mais qui a été repris en fait dans l'opéra de Puccini. Donc l'histoire de Turandot en fait c'est comme souvent dans les contes, c'est une magnifique princesse, mais elle est aussi cruelle qu'elle est belle. Et en fait, donc il y a des princes de tous les royaumes qui viennent la voir pour l'épouser, et ils peuvent l'épouser qu'à une seule condition, s'ils arrivent à résoudre ces 3 énigmes. Et s'ils n'y arrivent pas, ils sont décapités. Et un jour, il y a le prince Calaf qui va venir tenter sa chance pour épouser Turandot. Et donc c'est un peu cette version-là plus développée qu'on a dans le roman. Bien sûr, Turandot, c'est plus un personnage de conte, elle a une histoire, donc pourquoi elle est cruelle, là il y a une raison, voilà. En fait, elle a un démon dans la tête, elle est possédée, etc. Ça va croiser son histoire donc, de princesse impériale avec l'histoire de Mulan, donc qu'on connaît. Là, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter, mais on va la suivre 10 ans après l'histoire qu'on lui connaît où elle s'est travestie pour faire la guerre. Là, dans cette version-là, 10 ans après, tout le monde croit encore qu'elle est un homme, parce que si on découvre qu'elle est une femme, elle sera exécutée. Donc donc elle a déjà plus d'expérience en tant que militaire, etc. Et leurs destins vont se croiser. Et donc on a le fameux personnage de Calaf, ce prince qui va venir, lui là, plus pour mettre un terme à la terreur que fait régner Turandot. Et en fait, Calaf, alors ça vient de l'opéra de Puccini de base. Il est décrit comme le prince déchu de Tartarie. Donc Tartarie, c'est les Tartares, donc c'est l'Asie centrale, un royaume d'Asie centrale qui englobait la Sibérie et aussi la Mongolie. Du coup, le lien un peu avec, dans la trilogie des Nuits d'hiver, on a aussi les Mongols qui ont envahi cette partie-là de la Russie, voilà. Et donc, alors c'est une Chine médiévale qui est très idéalisée et fantasmée. Ça, oui, à prendre en compte si on lit les Diables de l'impératrice, pour le coup, là, on est vraiment sur une version fantasmée de la Chine, quoi, vraiment. Donc, par exemple, elle fait le choix de placer l'intrigue dans la cité interdite. La ballade de Mulan, elle date du 4e ou 5e siècle. La cité interdite, elle a été construite début 15e, donc 1000 ans après, quoi. C'est un choix qui est assumé, qui est expliqué par l'autrice en préambule, donc voilà. Parce que quand on imagine en fait un huis clos dans ce palais où il y a la princesse impériale et toutes les courtisanes et ses sœurs et l'empereur, etc., on imagine ça dans la cité impériale en fait, et le côté vraiment très secret, complot avec les eunuques, etc. Donc elle a fait ce choix-là. Mais il y a aussi toute une description des décors, des jardins, des tenues, de la vie dans ce milieu très reclus, qui est passionnant, la façon dont l'autrice elle décrit ça. T'as l'impression d'y être. Alors pas être dans la Chine de l'époque justement, mais t'as vraiment t'es transporté dans une version de cette Chine, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que l'immersion est très réussie par rapport à ça. Ça me fait penser à ce qui peut se faire en arthurien justement, où on se sert généralement pas de la bonne époque pour le reconstituer. Là, c'est un peu pareil. En fait, on prend une époque qui est moins connue des gens et on prend un décor d'une période qu'il est davantage pour évoquer. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup en arthurien, en tout cas. Donc voilà, puis on ajoute à ça, un peu comme dans la trilogie des l'univers, là, elle va prendre le bestiaire, alors le bestiaire chinois, du coup. Et du coup, il y a les personnages vont rencontrer plusieurs monstres. Alors, je l'ai lu en 2020, le roman, que ça commence à dater, j'aurais pas le nom des monstres. Mais je me souviens, à l'époque, j'étais allée regarder sur Google les représentations de cette époque-là de la Chine. C'est des monstres, mais ils ont des tronches horribles, quoi. Et la façon, en plus, l'autrice, elle a une façon de les décrire, ça s'horripile, quoi. C'est très bien fait. Et donc voilà, et moi, alors, c'était une des premières fantaisies que je lisais, qui changeait un peu des fantaisies européennes dont on parlait. Et alors, bien sûr, maintenant, ma démarche dans l'avenir, ça va être plus maintenant de lire des fantaisies qui sortent de l'européen. Ça peut être, tu vois, plus africain, Asie, etc., mais plus on voice. Donc maintenant, ma démarche, ça va être de découvrir plus des fantaisies, plus de personnes qui ont grandi, qui ont baigné plus dans cette culture. Et du coup, je vais peut-être pouvoir rajouter une suggestion là-dessus. Alors, c'est un roman que je n'ai pas lu, mais en tout cas, il a l'air d'avoir des critiques très positives, mais en fantaisie africaine.
on va avoir par exemple Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, qui justement est de la fantaisie africaine en Own Voice. Donc ça nous permet de rajouter l'Afrique à l'Asie, histoire de faire un petit tour du monde. J'en ai entendu beaucoup parler, surtout qu'il avait été finaliste du PLIF, je crois, l'année d'avant ma sélection, je crois. Donc ouais, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Et c'est cool ça qu'en France, on ait des autrices en plus francophones qui puissent pas, parce qu'on a plein de traductions encore en imaginaire. Là, c'est cool quand en francophonie, on a aussi des autrices on voice. Je parlais de Jasmine Jebel tout à l'heure avec Cyril Melozo Maudit. Là, du coup, on a Laetitia Danaé. Donc, ouais, je vais me pencher là-dessus de plus en plus. J'ai envie aussi d'élargir mes horizons et je pense que c'est nécessaire en tant qu'actrice et en tant qu'autrice aussi d'avoir cette démarche-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la quantité de traductions qui sont proposées sur le marché, alors que on a des très bons auteurs et des très bonnes autrices en fantaisie historique, que ça peut valoir le coup de se tourner vers ce qui se fait au sein des maisons d'édition qui prennent des auteurs français. C'est cool qu'il y ait quand même des éditeurs qui font la démarche d'aller chercher des plumes françaises et de les accompagner, de leur construire une carrière. Ça, c'est bien. On a vraiment un savoir-faire français en France en imaginaire qui est assez conséquent, je trouve, mais il faut avoir il faut se mettre le nez dedans, en fait. Parce que j'avoue que quand je parle à des gens lambda qui connaissent pas du tout, mais ils savent pas du tout le nombre d'auteurs et d'autrices en imaginaire qu'on a en France, ils se rendent pas compte, j'ai l'impression. Je pense notamment, par exemple, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je sais que moi chez Magiquement Édition, on fait pas de traduction, donc il y a que des plumes francophones. Mais je pense aussi, par exemple, à les Trois Nornes, qui est une maison d'édition de fantaisie adulte qui fait que des plumes francophones, que des talents francophones pour les illustrations, etc. Donc il y a aussi une démarche vraiment très artisanat française qui refuse de passer par Amazon, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment quand même du savoir-faire en matière d'imaginaire qu'il faut pas hésiter à mettre en avant. Et c'est Bloën Guilou, qui est une autrice de l'imaginaire young adulte française, qui est aussi éditrice pour Nemos notamment, qui expliquait quand même que malheureusement il y a encore un biais parmi les lecteurs avoir plus tendance à se tourner vers des traductions, parce qu'il y a un côté peut-être rassurant, le fait que ça soit une traduction, on se dit alors si ça a été traduit c'est que ça a eu du succès déjà de base, etc. Et petit à petit il faut que les gens fassent la démarche de se tourner vers du francophone, quoi. Je suis partie vers un autre débat là, mais bon. Voilà, de toute façon je pense qu'on est toutes les deux autrices françaises et que toutes les deux on aimerait que les auteurs français aient plus de visibilité. D'autant qu'il ne faut pas oublier que dans les grands auteurs de fantasy histo, comme Georges Martin, qui ont des références d'auteurs français à l'origine, donc ce serait bien qu'à un moment ça revienne. Comme tu disais, les rois maudits, voilà, cocorico, hein. Exactement. Et écoute, est-ce que tu as d'autres recommandations à nous faire ou pas ? Non, enfin j'en ai plein, mais je pense que notre épisode va commencer à s'approcher des 5h30 ou quelque chose comme qu'il va falloir s'arrêter à un moment. Après, ils ont l'habitude, mes auditeurs, je pense, ils l'écoutent en plusieurs fois. Ou alors quand ils ont des longs trajets, je sais pas. Faut mettre un jingle de pub au milieu sur le moment où on peut faire pause. Mais après, moi, je sais que perso, c'est un format que j'aime bien. Puis le fait que ce soit un podcast mensuel, j'aime bien. Il y a un épisode par mois, autant aller en profondeur dans le sujet. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrête l'enregistrement, je me dis on a quand même fait un beau tour. Alors, on pourra jamais faire un tour complet parce qu'il nous faudrait des jours. Mais je pense qu'on arrive quand même, grâce au talent de mes invités, à faire découvrir pas mal de choses aux auditeurs qui seraient novices, par exemple. C'est parce que tu ne choisis que des invités de qualité. La meuf qui s'envoie les fleurs, tu sais. Écoute, si tu n'as plus rien à recommander, et moi non plus, je te propose de passer à la dernière partie, qui est généralement la plus rapide, puisque c'est la conclusion. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler donc, tes actualités, mais on en a déjà un peu parlé, mais une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Et puis aussi tes futurs projets, si tu en as, et si tu acceptes de les partager. Alors, donc l'actualité la plus officielle, ça va être la sortie en décembre 2024 chez Plume Blanche
Des cerfs sous le velours noir, qui est donc le projet sur la Renaissance italienne. Ensuite, si vous n'êtes pas effrayé par les livres encore à l'état non éditable pour l'instant, on va avoir le roman arthurien L'héritage de nos pères qui est sur Wattpad et Suncrown Moonblade qui est donc sur Fixia mais qui finira par arriver sur Wattpad aussi. Et en futur projet, suite aux critiques qui pour l'instant sont très bonnes sur les cerfs sous le velours noir, normalement en fin d'année je devrais commencer un spin-off, donc qui ne sera pas une suite mais qui sera dans le même univers avec, j'espère, les mêmes qualités. Pareil, pour lequel il y aura sans doute ce besoin d'alpha lecteur. Voilà. Sinon, sur les réseaux sociaux, on peut me trouver sur Instagram principalement et j'ai découvert Threads récemment, mais je sais pas si ce que j'y fais est constructif. Donc Instagram. Je tiens à rajouter sur Instagram, moi c'est comme ça que je t'avais connu en fait, parce que je t'avais découvert grâce à tes mèmes. Donc si vous voulez lire avec des mèmes d'autrices et des mèmes historiques, je vous conseille aussi de suivre Charlène. Voilà, il y a des gens qui sont comme Nina, qui sont connus pour leur contenu de qualité. Il y a des gens comme moi qui sont connus pour leur humour cringe. Non, il y a aussi de belles réflexions. J'ai beaucoup aimé les posts que tu as fait sur les cerfs récemment, où tu parlais un peu de l'univers, des trigger warnings. Je crois que tu avais fait un post dessus aussi. Oui, il y en a un qui est disponible sur mon Insta, tout à fait. Ouais, donc voilà, donc du contenu de qualité, instructif et humoristique aussi, il y a de tout. Voilà, parfois de qualité, parfois drôle, parfois les deux, rarement. Non, mais je veux pas qu'ils mettent des attentes trop hautes, je préfère qu'ils soient agréablement surpris. En tout cas, je mettrai tout ça en barre d'infos, hein, que ce soit toutes les œuvres qu'on a citées, tes réseaux, tes publications en cours. Donc voilà, pour qu'ils puissent aller te retrouver. Et ben encore merci à toi pour ce podcast de très grande qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!